Merci, toujours bon, plaisir que vous soyez là, fidèles. Voilà. Peut-être que c'est fait, l'annonce est faite? Ah, d'accord, très bien, parfait. Donc, je n'ai plus rien à dire à propos de demain. Ça marche. Donc, je vais aujourd'hui parler un peu de l'histoire des révolutions technologiques, des grandes révolutions technologiques, de la machine à vapeur jusqu'à l'IA. Voilà. Alors, évidemment, il y a toujours, à chaque fois qu'il y a eu une grande révolution technologique, depuis la machine à vapeur, il y a toujours eu la crainte que, évidemment, ça accélère l'automatisation des tâches et que donc ça crée du chômage de masse. Donc, toujours cette crainte que l'effet de substitution l'emporte sur d'autres effets. Donc, à chaque fois, mais ça, on en reparlera. Mais les espoirs, c'est qu'évidemment, ça crée de la croissance. Et puis, ça génère toute une série de ce qu'on appelle des innovations secondaires. Chaque révolution technologique génère des nouvelles vagues d'innovation. Là, il y a un bruit, là. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Ah oui. Je ne sais pas d'où ça vient, là. Et donc voilà. Et donc, l'idée, c'est est-ce qu'il faut craindre ou pas les révolutions technologiques et qu'est-ce qu'on peut faire pour en minimiser les conséquences négatives et au contraire maximiser les effets positifs des révolutions technologiques. Chaque fois qu'il y a eu une grande révolution, je crois que je l'ai déjà mentionné, quand il y a eu la machine à vapeur, on viendra là-dessus, il y a eu le mouvement des Luddites en anglais, qui était un mouvement ouvrier en Angleterre, de gens qui craignaient évidemment de devenir redondants suite à l'introduction de la machine à vapeur. Et c'était un grand mouvement à l'époque. Mais la machine à vapeur n'a pas produit de chômage de masse à l'arrivée de la machine à vapeur. Après, il y a eu au moment de la révolution de l'électricité et moteur à combustion, c'est-à-dire la vague 1920, à nouveau, il y a eu cette crainte de chômage de masse. Keynes lui-même craignait que ça conduise à du chômage de masse, et on n'a pas observé de chômage de masse. Et puis quand il y a eu les robots, il y a des gens qui ont craint vraiment que ça crée beaucoup de chômage, et ont proposé que la solution, c'était de taxer les robots. Et à nouveau, avec l'intelligence artificielle, on parle de risque existentiel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, par exemple, le sommet IA qui a eu lieu à Londres il y a 1 an, était entièrement, en grande partie, axé sur ce risque existentiel, c'est-à-dire que l'obsession que l'IA nous remplace et nous rende inutiles. Voilà. Et donc, on va essayer de comprendre où est le danger et pourquoi on peut faire une bonne utilisation des révolutions technologiques. Voilà. Donc, je vais un petit peu parler d'abord des tendances de long terme de l'évolution du produit intérieur brut, du PIB mondial ou du PIB par tête mondial, et vous parler du décollage de la croissance. Donc ça, c'est Madison. Je vais beaucoup vous parler de Madison. Et on verra que le décollage a lieu en Europe en 1820 à peu près. C'est là que la croissance vraiment décolle. Il y a eu des épisodes de croissance avant, par exemple à Venise ou dans d'autres. Il y a eu des épisodes de croissance, mais ils n'ont jamais duré longtemps. Et vraiment, le vrai décollage a lieu avec la première révolution industrielle. Donc on va parler de ça d'abord. Ensuite, je vous parlerai un peu de quels sont les facteurs de croissance. C'est bien utile, parce que là, en ce moment, avec le débat budgétaire en France, c'est bien utile de revenir à ces choses-là. Donc j'aime bien que vous repassiez, que quand vous sortez du cours, et si vous avez des éléments, comme vous pouvez suivre des émissions à la télévision, à la radio, et vous savez, mais oui, mais tiens, mais moi, je sais comment ça marche. Et donc, c'est toujours bien de relier au débat actuel. Et puis après, je parlerai vraiment des vagues technologiques. Qu'est-ce que c'est qu'une vague technologique ? Qu'est-ce que c'est qu'une technologie générique par rapport à des innovations secondaires ? Donc ça, je parlerai pas mal de ça. Ensuite, je parlerai des robots, de la révolution des robots et la révolution des technologies de l'information. Et puis ensuite, je parlerai de l'IA et les impacts économiques et sociaux de l'IA. D'accord ? Et ça nous fait un menu assez copieux, d'accord ? Voilà. Alors, on commence par les tendances de long terme dans l'évolution du PIB mondial. En fait, la croissance du PIB par tête au niveau mondial, ou du PIB mondial, parce que pendant longtemps, on a eu des populations qui ont quasiment stagné. La croissance démographique est également un phénomène récent.
c'est quelque chose de qui remonte à 200 ans. C'est-à-dire que moi, je m'intéresse beaucoup à la croissance, mais je crois Sapiens, c'est quoi, 10 000 ans, Sapiens, hein, à peu près, non? Et la croissance, c'est 200 ans, c'est très récent. La croissance, ça a vraiment commencé il y a 200 ans. Donc, je vais vous montrer que le PIB mondial est à peu près le même en l'an 0 qu'en l'an 1000. Le taux de croissance moyen du PIB par tête mondial est de 1/19 de points par an entre 1000 et 1820. Vous voyez, c'est vraiment quasiment pas de croissance. Et puis après, le taux de croissance, la croissance décolle, et la croissance moyenne mondiale est de 0,5 points par an entre 1820 et 1870. Ça veut dire que l'Angleterre croît très vite, la France emboîte le pas, mais ensuite ça se diffuse après aux États-Unis, mais ça ne vient pas d'un coup, d'accord? Évidemment, les autres pays n'ont pas de croissance. Donc ça, c'est une moyenne mondiale. Et puis après, entre 50 et 73, alors là, c'est les années fastes, le taux de croissance moyen est entre 3 et 4%. Et voilà, et là, on a un vrai décollage. Donc tout ça, je vais vous montrer. Voilà. Alors évidemment, la chose de base, mais ça je vous avais parlé à propos de l'évolution de la température et à quel point cette courbe est identique à celle qui décrit l'évolution de la température. La température mondiale commence à... Vous avez vu que la table est plus petite aujourd'hui, ça ne vous a pas frappé? Oui. C'est marrant, hein, c'est ça, c'est le... Voilà. Donc, ça va être très dur pour moi de m'asseoir là-bas, vous voyez, c'est très compliqué là. Mais c'est parce qu'on prépare demain. Voilà, c'est ça la raison. Et après, on va enlever cette table et il y aura une table ronde ici. Voilà. Alors, et donc, en fait, vous voyez que le PIB est à peu près... Donc ça, c'est l'an 0, quoi. Hein, BC à C. Hein. Et puis, vous voyez que le PIB, il n'y a pratiquement rien qui se passe avant le début du 19e siècle, quoi, mondialement. Alors, il y a des petits épisodes, il y a des petits trucs comme Venise à un certain temps, il y a eu d'autres endroits qui ont eu des moments de croissance, donc c'est pas totalement, l'électrocardiogramme n'est pas totalement plat partout jusque-là, mais c'est des épisodes qui sont temporaires, quoi, qui ne durent pas. D'ailleurs, il y a toute une histoire très intéressante, savoir pourquoi Venise n'a pas décollé durablement. Et c'est très intéressant. Et je ne veux pas faire de la pub pour mon livre, mais si vous regardez le livre que j'ai écrit avec Céline Antonin, Simon Bunel, Le pouvoir de la destruction créatrice, chez Odile Jacob, vous verrez dans le chapitre... Ah oui, je ne peux pas faire de publicité, merde, mince. Ah oui, zut, aïe. Oui, ah oui, non, ça c'est le... donc dans ce livre, on essaie de comprendre pourquoi ça ne se passe pas en Chine. Parce que la Chine était un grand pays d'invention. La roue, le compas, plein de choses ont été inventées en Chine. Et donc les gens se sont toujours demandé pourquoi ce n'est pas en Chine qu'a lieu la révolution industrielle. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'en Chine, les empereurs avaient peur des innovateurs. Et dès qu'il y avait quelqu'un qui avait un peu des idées, on le muselait, quoi. Et il ne pouvait pas développer son innovation. Vous voyez, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a eu en Chine ce mouvement d'inhiber. Je parle de la Chine aujourd'hui parce qu'on va reparler de la Chine la prochaine fois. Et il se peut que la Chine soit à nouveau en proie à ces vieux démons. C'est-à-dire quand j'ai un innovateur, je crains l'innovateur et je le bride. Et ça empêche le décollage. Et alors que l'Europe... Et ça, on va essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé en Europe, mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Pourquoi c'est en Europe qu'a lieu le décollage d'Israël et pourquoi il a lieu si tard. Et donc ça, je reviendrai un petit peu et je donnerai quelques raisons derrière cette énigme. C'est une énigme. Pourquoi pas en Chine et pourquoi en Europe? Et pourquoi si tard? Alors que la Chine avait des inventions dès le Moyen-Âge, dès avant le Moyen-Âge, d'accord? OK, donc ça, c'est la courbe de M. Madison. M. Madison est un économiste qui a travaillé beaucoup à l'OCDE. Et on en reparlera de Madison. Alors, parallèlement à l'évolution du PIB, on note une évolution parallèle de l'espérance de vie. En l'an 1000, un nourrisson pouvait espérer vivre environ 24 ans. Et un tiers des nourrissons mouraient de la première année de vie, quoi. Il y a une hausse presque imperceptible jusqu'en 1820, principalement en Europe occidentale, mais le décollage en matière d'espérance de vie également se produit depuis 1820. Et en 1999, un nourrisson peut espérer survivre en moyenne dans le monde 66 ans. Donc c'est intéressant. Et vous voyez ici les évolutions d'espérance de vie. Par exemple, regardez la France.
la première ligne, d'accord? L'espérance de vie à la naissance. 37 ans en 1800, si vous pouvez, les portables. Il faudrait faire comme dans les théâtres, vous savez, comme dans les concerts, comme à la Philharmonie, là, on dit les. Alors, donc, vous voyez, l'espérance de vie à la naissance, c'est de 37 ans en 1820, 47 en 1900, et là, maintenant, maintenant, elle est de 78 ans en France, en moyenne sur les deux genres, les deux sexes. Voilà, donc c'est intéressant, c'est-à-dire que le décollage de la croissance a été de pair avec le décollage de l'espérance de vie. Ce qui veut dire qu'en fait, essentiellement, la population mondiale stagne également jusqu'en 1820. Donc quand je parle du PIB, je parle également du PIB par tête, parce que le PIB par tête ne change pas beaucoup, en fait. Mais c'est vraiment, le décollage a lieu, et alors évidemment, bon, c'est parce que, alors l'espérance de vie, c'est pas uniquement les progrès de la médecine, mais c'est qu'on a installé, par exemple, Paris était absolument pestilentiel dans les années avant 1820. On a installé les égouts après, on a nettoyé l'eau. Il y a des épisodes très intéressants. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle Nexus, je m'amuse beaucoup à le lire, et il raconte comment à Londres, jusqu'à très tard, l'eau n'était pas propre, comment il y a eu des morts de malaria en série parce que l'eau n'était pas nettoyée. Enfin, ça a été des grands progrès donc, dans l'hygiène, notamment l'eau, les systèmes d'évacuation, etc., tout autant que les progrès de la médecine. Hein, d'accord ? Donc c'est intéressant de voir que c'est récent, c'est-à-dire que jusqu'à il y a 200 ans, on est vraiment, vraiment très, très bas, quoi. Hein. Alors voilà M. Madison, et donc il est vraiment le pionnier dans la reconstitution des comptes nationaux sur très longue période, et il fait des comparaisons aussi internationales en matière de PIB par habitant quand il était en poste à l'OCDE. Alors, donc qu'est-ce qu'il a fait? Donc, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il veut chiffrer les évolutions de long terme du revenu mondial de la population et de la population de manière globale. Avant Madison, la recherche quantitative en histoire économique s'était concentrée sur les 19e et 20e siècles, c'est-à-dire justement quand il y a décollage de la croissance. Mais on ne savait pas ce qui s'était passé avant le décollage de la croissance, d'accord? Et donc, en fait, Madison a été pionnier dans le développement d'une recherche quantitative sur la croissance de longue période, bien avant ce décollage. Alors évidemment, la difficulté, c'est qu'avant le 19e siècle, il n'y a pas les données statistiques sont très mauvaises, on n'a pas de données. Donc comment on peut inférer le PIB, d'accord? Donc il doit utiliser des données de moins bonne qualité et s'appuyer davantage sur des indices et des conjectures, d'accord? Donc pour obtenir cette courbe. Alors comment peut-il reconstituer cette courbe sur des temps aussi longs? Donc en fait, c'est-à-dire, là il y a eu vraiment une contribution de Kuznets qui était très important, et suite à la crise de 29 et à la Great Depression, à la Grande Dépression des années 29, les comptes publics ont été perçus comme un outil important pour améliorer les politiques publiques. À l'époque, aucun indicateur synthétique ne permettait de rendre compte de la santé d'un pays. En fait, c'est vraiment la macroéconomie est née vraiment après la crise de 29. Keynes et la macroéconomie avant, il n'y avait pas de macroéconomie, quoi. Et là, tout d'un coup, on s'est dit, il faut quelque chose qui s'appelle la macroéconomie. Donc, je dois savoir qu'est-ce que le PIB global, qu'est-ce que c'est que l'emploi, qu'est-ce que c'est que... Vous voyez, les grands agrégats, ça vient vraiment... La macroéconomie vraiment fait son apparition après la crise de 29. Et c'est Keynes, évidemment, Keynes joue un rôle très important. D'accord. Kuznets a poursuivi des recherches afin de créer une comptabilité nationale américaine en inventant le concept de produit intérieur brut. Alors, le produit intérieur brut mesure la richesse créée par les agents privés et publics sur le territoire d'un pays pendant une période donnée. Mais après, on peut agréger, on a le PIB mondial, évidemment, hein, quand on additionne. Alors, on peut le calculer de trois manières. L'un, c'est par la production, c'est-à-dire qu'on le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées, de l'impôt sur la production et des subventions. D'accord? Donc ça, c'est la production. Mais on peut le regarder par les revenus. C'est les salaires, les excédents bruts d'exploitation des entreprises. Ah oui, moins les subventions. Hein. Là, je dis plus, moins, là, attention. Valeur ajoutée plus impôt, moins subvention. Là, c'est salaire plus excédent brut d'exploitation, moins subvention, plus impôt sur la production, qui va devenir le revenu de l'État, c'est-à-dire ce que l'État prend sur ce que les entreprises produisent. D'accord ? Et sinon, on peut le regarder du point de vue de la demande. On peut dire le PIB, c'est la consommation finale, plus l'investissement, plus export, moins import. D'accord ? Et normalement, les trois doivent donner le même résultat, parce qu'il y a la comptabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux faire des trois manières différentes, et normalement, s'il n'y a pas de vol, s'il n'y a pas de truc, hein, normalement, je dois trouver la même chose des trois façons. Donc le PIB, je le calcule comme ça, quoi. Voilà, je peux le calculer de n'importe quel 1 ou 2 ou 3, et normalement, les trois doivent donner la même chose. D'accord? Alors, à partir de 1950, Madison dispose de données de comptabilité nationale pour la plupart des pays.
Le problème, c'est comment reconstruire les données antérieures, alors que le concept de comptabilité nationale n'existe pas, ni celui de PIB. Alors, donc, il va reconstituer des données de PIB et de population. Alors, les techniques employées varient en fonction de la disponibilité des données, et donc je vais très rapidement vous dire comment ça marche, mais vous pouvez regarder plus en détail dans le chapitre 2 de Le pouvoir de la destruction créatrice. Donc, de 1820-1950, là, il y a des données de revenus et de population à partir des registres des sources administratives. Donc, c'est un travail de recherche sur l'ensemble de ces sources. Après, évidemment, on a 1500 à 1820. Alors, de 1500 à 1820, c'est une approche par des proxies, c'est-à-dire par des choses qui ne sont pas directement ce que vous cherchez, mais c'est des choses qui reflètent, qui sont reliées. C'est des variables reliées à ce que vous cherchez, d'accord? Donc, en anglais, on dit proxies, qui permettent d'estimer le PIB. Donc, on utilise des données de population fournies par des registres, des données de prix, récoltes, échanges commerciaux, et on corrige à partir d'événements historiques, guerres, épidémies. Et de l'an 1 à l'an 1500, eh bien là, c'est des approximations plus grossières à partir d'éléments historiques, des données archéologiques, des données de climat, des informations sur l'urbanisation. Les taux d'urbanisation sont reliés au développement. Et on utilise de l'info sur l'urbanisation. Par exemple, la Mésopotamie, vous n'avez pas accédé à des données statistiques sur le PIB mésopotamien, mais vous avez des infos sur les taux d'urbanisation. D'accord? Et donc, c'est comme ça qu'il construit cette courbe. Et on voit vraiment, ce qui est intéressant, le décollage est très récent. Hein. Alors, évidemment, il ne se passe pas au même moment pour tout le monde. Il a lieu d'abord en Grande-Bretagne, donc eux décollent d'abord. Ensuite vient la France. Alors, la France, elle est là, en fait, la bleue. Elle est là, la France, d'accord? Et ensuite, et vous voyez, le Japon, c'est un peu retardé, et US, c'est là. Vous voyez, donc, c'est l'Angleterre d'abord, la France un peu après, ensuite les États-Unis, ensuite le Japon, et ensuite la Chine, évidemment, en dernier. Vous voyez comment, quand chacun... D'accord? Voilà. Alors, évidemment, il y a des choses très intéressantes. On voit aussi apparaître là. Vous voyez, là ça tombe, c'est la crise de 29. Vous voyez? Alors, évidemment, la Chine n'est pas affectée. Le Japon non plus, pas vraiment. Mais vous voyez comment, évidemment, les économies accidentales, là, il y a chute du PIB avec la crise de 29. D'accord? OK? Et alors, la Deuxième Guerre mondiale, pareil. Hein? Vous voyez? Donc, ça. Alors, évidemment, la Deuxième Guerre mondiale, je crois que c'est le PIB américain qui monte pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais nous, l'Europe, évidemment, ça baisse. D'accord? Et la Chine, il ne se passe rien. D'accord? Donc, voilà un petit peu les tendances de long terme. Alors, évidemment, la machine à vapeur, on s'est toujours demandé pourquoi le décollage se passe en Europe en 1820 plutôt qu'en Chine au Moyen-Âge, malgré le fait que la Chine est beaucoup plus innovante a fait des inventions, avant l'Europe. Et en gros, donc la personne qui répond pas mal à ces questions, c'est l'historien Joël Mokyr, dont on parle dans le livre, et qui est à Northwestern. Et Joël Mokyr, il invoque plusieurs facteurs. Il dit un facteur, c'est le fait qu'il y a la diffusion du savoir. C'est-à-dire que c'est important pour l'innovation que les nouveaux innovateurs, je vous en avais parlé quand j'ai introduit le cadre schumpeterien, j'avais dit ce qui est très important pour une économie d'innovation, c'est que n'importe quel innovateur potentiel peut bâtir à partir des innovations qui l'ont précédé. C'est cumulatif, quoi. Donc pour ça, il faut diffuser. Et donc pour diffuser, eh bien, il faut pouvoir construire sur la base de ceux qui vous ont précédé. Donc ça, évidemment, pour la diffusion, ce qui a été important, c'est la poste, vous voyez, et puis ça a été également l'encyclopédie. Vous voyez, la poste, l'encyclopédie, et puis la société de la science, voilà, la République des sciences. Ce que j'appelle la République des sciences, c'est-à-dire que c'est en Europe, vraiment, que se développe une communauté scientifique, vous voyez, où on dialogue, ça aussi c'est bien expliqué dans Nexus, en fait. C'est-à-dire vraiment se développe en Europe, eh bien, des universités ils constituent des sociétés de scientifiques, vous voyez, ils constituent des collectifs de scientifiques.
Et ça permet d'ailleurs de juger de la validité d'une idée, parce qu'il y a des escrocs, évidemment. Qui peut juger qu'une idée est juste ou est escroc? Donc c'est important qu'il y ait une communauté de scientifiques, une communauté de chercheurs d'un pays, qui couvre plusieurs pays et qui peuvent dialoguer et qui peuvent communiquer. Et ça, c'est très important. Donc tout ça, ça permet l'innovation cumulative. Vous voyez, je veux dire, c'est les progrès de la Poste, l'encyclopédie qui codifie le savoir et la République des sciences. Et la République des sciences et des lettres, je devrais dire. La République des sciences et des lettres. Eh bien, ça favorise, évidemment, ça favorise l'innovation cumulative. C'est-à-dire que j'ai pas besoin, j'évite le mythe de Sisyphe, je n'ai pas besoin de réinventer la roue tout le temps. Je peux partir de ce qui a été fait avant. D'accord? Ça, c'est très important. La deuxième chose, et ça, c'est en Europe beaucoup plus qu'en Chine, d'accord? La deuxième chose qui existe plus en Europe qu'en Chine, c'est la protection des droits de propriété. Protection des droits de propriété. Parce que ce qui est très important, c'est que l'innovation, et vraiment c'est le paradigme schumpeterien en fait, c'est très intéressant, parce que quand Mokir a mis ça, il a regardé les éléments, mais c'est vraiment les éléments constitutifs du paradigme schumpeterien. La deuxième condition pour avoir une économie d'innovation, c'est que quand un innovateur n'est pas exproprié, elle ou il peuvent jouir des droits, ils peuvent breveter leur innovation, et la vendre et gagner de l'argent. Et ça, c'est très important, parce que si on est dans un endroit où on est totalement exproprié, eh bien, on n'a aucune incitation à innover. D'accord? Donc ça, c'est très important. Pourquoi l'Angleterre et la France, et d'abord l'Angleterre et puis la France, se sont dotés de droits de protection? L'Angleterre, elle a fait ce qu'on appelle la Glorious Revolution, la révolution glorieuse. Et qu'est-ce que ça a été la révolution glorieuse? C'est de dire à un moment donné, la bourgeoisie anglaise a réussi à faire valoir ses droits, c'est-à-dire que le monarque ne pouvait pas exproprier tout le monde. Il était restreint, c'était une monarchie restreinte, vous voyez, donc il devait tenir compte de la bourgeoisie naissante en Grande-Bretagne. Et il y a eu la Chambre des communes, etc. Et donc là, la Glorious Revolution, c'est déjà c'est fin 18e siècle, c'est 18e siècle. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on garantit les droits de propriété. Donc ça, c'est très important. Et on ne peut pas avoir d'économie d'innovation sans garantie des droits de propriété. Et en France, c'est la Révolution française qui a fait ça. La Révolution française et Napoléon, en fait. C'est ça qui a conduit à avoir un système en France. Même quand il y a eu le retour de Louis XVIII, c'était une monarchie constitutionnelle. C'est-à-dire que ce n'était pas un roi qui pouvait exproprier n'importe qui. Il y avait un parlement et il y avait la protection des droits de propriété était garantie. Donc c'est très important. C'est que, donc, évidemment, comme ils ont fait la Glorious Revolution avant notre Révolution française, les Anglais avaient de l'avance sur nous, évidemment. Hein, d'accord ? Donc ça, c'est très important. Et alors la troisième, c'est garantir, c'est la destruction créatrice. C'est ce que j'appelle moi la destruction créatrice. Alors lui ne le met pas comme ça, mais c'est-à-dire c'est de permettre l'entrée, quoi. C'est-à-dire faire en sorte que faire en sorte que quelqu'un qui arrive avec des idées nouvelles ne soit pas brimé, puisse entrer dans le marché. Ça, c'est très important. Donc, en Chine, s'il y avait un nouvel innovateur, il était brimé par l'empereur, d'accord? Tandis qu'en Europe, eh bien, ce qui était intéressant, c'est qu'en Europe, il y a la concurrence entre pays européens. Donc, je vais mettre permise, favorisée par la concurrence entre pays européens. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passait si un pays décidait de brimer un chercheur, un inventeur, eh bien, l'inventeur allait s'expatrier et partait dans un autre pays voisin, concurrent. Et ça a permis d'avoir vraiment de l'innovation où des nouveaux viennent remplacer des anciens. Ça, c'est très important. Et où les gens en place, parce que si par exemple les firmes en place en France, les entreprises en France décident de brimer un nouvel entrant, ben l'entrant il part en Suisse, il part en Prusse, il part en Angleterre, et il va continuer à faire ses inventions là-bas, d'accord? Et ça c'est un élément très important, tandis qu'en Chine il n'y a pas ça, tu n'as pas de concurrence, tu n'as pas de pays concurrent en Chine. Donc tu vois, en Chine, tu n'as rien de tout ça. Tu n'as pas l'encyclopédie et la République des sciences, tu n'as pas un système qui garantit les droits de propriété, et tu n'as pas quelque chose qui garantit qu'un nouvel innovateur peut quand même se développer, même s'il menace des intérêts existants. Vous voyez, et ça c'est ce qui a vraiment permis, c'est cet ensemble-là qui fait que, eh bien, l'innovation,
que le décollage industriel a eu lieu en Europe. Donc, c'était des éléments très importants. Voilà. Je voulais juste vous le mentionner comme ça pour un peu passer historiquement, quoi. Oui, alors la croissance, quels sont les facteurs de croissance? Eh bien, la croissance, c'est plusieurs choses. L'intensité en capital, évidemment, hein, ça joue un rôle. La durée du temps de travail, le taux d'emploi, la productivité globale des facteurs. D'accord? Tout ça, c'est des facteurs importants. Alors, je vais les regarder un par un. Là, il y a une décomposition due à Antonin Bergeot, Gilles Berset et M. Leca. Et donc, là, il regarde l'intensité capitalistique. C'est la partie noire. Elle contribue positivement à la croissance, mais de façon moins importante que la productivité. Et elle contribue davantage à la croissance au Japon, qui avait un retard important en 1890. Donc le capital, évidemment, quand vous reconstituez votre stock de capital, vous créez de la croissance. Quand je vous avais dit le modèle de Solow, le modèle néoclassique, on peut croire par le capital, c'est vrai que le capital, ça crée de la croissance. Si vous avez plus de capital, la productivité du travail augmente. Hein, d'accord? Donc en partie, le rattrapage européen par rapport aux États-Unis, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, après la guerre, c'est la reconstitution du stock de capital. D'accord? Donc le capital, c'est important. Il faut du capital, quoi. La diminution de temps de travail, évidemment, c'est pas bon. La diminution de temps de travail a pour conséquence une contribution négative des heures travaillées à la croissance du PIB par tête. Donc ça, c'est le... Hein, donc ça, évidemment, voilà. Bon, nous, on ne travaille pas assez en France. Hein. Bon, il faut qu'on travaille plus. Alors, je ne sais pas comment on va faire, mais... je pense que voilà, on a chacun ses idées. Voilà. Il y a des gens qui travaillent beaucoup, mais il y a des gens qui ne travaillent pas assez. Voilà. Le taux d'emploi au sein de la population a une contribution positive ou négative selon les pays. Quoi qu'il en soit, la contribution des heures travaillées ou du taux d'emploi à l'évolution du PIB par tête est bien moindre que celle de l'intensité capitalistique. Mais le taux d'emploi, c'est quand même important. C'est évident que nous, on a notre problème d'endettement. Je pense qu'en partie, il va falloir augmenter notre taux d'emploi. Je crois que tous ceux qui disent qu'on ne travaille pas assez et que c'est une des raisons de notre endettement, ils ont raison. C'est-à-dire qu'à terme, il va falloir qu'on travaille plus. Ah, ça, c'est clair. Alors, évidemment, ça ne suffit pas. Le moteur de l'évolution du PIB par tête, alors ça, c'est le PIB, hein, le taux d'emploi PIB, mais le PIB par tête, vraiment, c'est la productivité. Enfin, le moteur du PIB par tête, oui, il y a plus de gens. Non, PIB par tête, je l'augmente aussi avec taux d'emploi, parce qu'il peut y avoir beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Et donc, mais le vrai moteur de l'évolution du PIB par tête, c'est la productivité. Et on voit que ça contribue beaucoup. Et la productivité, c'est tout ce qui est là, quoi. Vous voyez, c'est tout cette air-là. Vous voyez, c'est énorme. Et elle traduit l'ensemble des innovations ayant lieu au cours du XXe siècle, électricité, moteur à combustion, chimie, télécom. Elle traduit aussi la hausse du niveau d'éducation moyen. Donc la productivité, c'est de l'innovation et c'est de la qualification. Hein, donc voilà, il faut investir à fond. Tout ce que vous faites pour investir dans la qualification et dans l'innovation, eh bien là, vous êtes sûr que vous allez augmenter votre potentiel de croissance, parce que vous allez augmenter votre potentiel à générer de la croissance de la productivité. D'accord ? Et si on regarde différentes périodes historiques, on voit qu'à chaque fois, la productivité globale des facteurs est un contributeur majeur de la croissance à travers l'histoire. C'est ça que t'apprend l'histoire, c'est que la croissance de la productivité, c'est quand même beaucoup l'innovation et la qualification. Et c'est vraiment ça, quoi. Ça, c'est vraiment Donc, le taux d'emploi, c'est important. En France, à moyen terme, il va falloir augmenter un peu notre taux d'emploi. On travaille moins en France qu'en Allemagne. Ça, c'est pas bon. Mais tout aussi encore plus important, et ce n'est pas l'un versus l'autre, c'est les deux, c'est le potentiel de croissance, et le potentiel de croissance de la productivité, c'est l'innovation, évidemment, et la qualification des individus pour pouvoir tirer parti de cette innovation. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a. Donc pour bien comprendre les évolutions sous-jacentes de la croissance du PIB, il faut s'intéresser aux évolutions de la croissance de la productivité. Donc maintenant, je vais zoomer sur la productivité globale des facteurs. Donc j'ai dit, le capital, évidemment, ça compte, le taux d'emploi, ça compte. Tout ça, c'était très bien, mais moi, je vais zoomer maintenant sur la côté productivité et on va voir l'évolution de la croissance de la productivité globale des facteurs. D'accord ? Vous êtes toujours là ? Vous me suivez ? Oui ? Ça va ? Oui ? D'accord. Alors, les vagues technologiques. Là, je crois que je vais aller très vite. Je crains d'avoir terminé dans 3 quarts d'heure. Enfin, on verra ce que je fais. J'aurai terminé plus tôt, on fera des discussions. Parce que j'en suis déjà à quel numéro de slide ? Oh là là.
J'en suis déjà, je ne sais plus où j'en suis. Voilà. 29, non, ça va. 29 sur 150, ça va. C'est OK. Non, j'avais peur de terminer dans 3 minutes. Non, quand même. D'accord. OK. Bon, alors, donc là, on voit l'évolution. C'est toujours Bergeau 7 le cas. Et il regarde des évolutions. Alors là, vous voyez, ce qui est intéressant là-dessus, je cherche maintenant le pointeur. J'ai dû le mettre dans ma poche ou quelque part. Où est-ce que j'ai mis mon pointeur? Vous voyez, avant, quand j'avais la table plus grande... Ah ben, il est dans ma main, voilà. Voilà. Effectivement. Alors, vous voyez, regardez, en fait, ce qui se passe, c'est que la vague, là, elle était plus haute, vous voyez. Il y avait une vague très haute. Donc en fait, on peut démarrer Madison ici. C'est plat, et puis ça monte en 1820, ça monte comme ça, et ça redescend. Et puis ça remonte là, et ça remonte là. Donc ça, c'est aux États-Unis. Hein, c'est la productivité. La courbe en pointillé, c'est la productivité globale des facteurs, et la courbe en noir, c'est la productivité du travail. Hein, d'accord? La productivité du travail, c'est simplement le PIB divisé par la quantité, par la population. D'accord? Donc là, on voit, mais en fait, si je devais dessiner, ces courbes, elles sont à peu près semblables, mais ça serait plat jusque-là. On monte beaucoup là, vous voyez, et puis là, il y a la deuxième vague, et là, parce que cette courbe ne montre pas la vague de la machine à vapeur qui est là. Vous voyez, c'est ça. Donc il y a une vague de la machine à vapeur, puis ensuite vous avez la vague de l'électricité des moteurs à combustion, et puis après vous avez la vague des technologies de l'information, et en fait, maintenant, il y en a une autre vague qui commence, c'est la vague de l'IA. Vous voyez? Donc là, il y a deux vagues, ce que ce diagramme ne montre pas. C'est à gauche la vague de la machine à vapeur et à droite la vague de l'IA. D'accord? Et voilà les vagues en gros. D'accord? Alors le concept de vague technologique désigne les grandes périodes de transformation qui influencent les économies sur le long terme. En fait, qu'est-ce que ça veut dire une vague? Une vague, c'est l'apparition d'une technologie générique. Alors, je donne la notion de technologie générique. On dit, alors, évidemment, une technologie générique. En anglais, c'est General Purpose Technology. General Purpose Technology. Alors, évidemment, ça se dit GPT. Alors, c'est ça le problème, c'est que ça n'a rien à voir avec ChatGPT. Il faut que vous sachiez. ChatGPT n'a rien à voir avec le General Purpose Technology. Enfin, c'est lié, c'est une General Purpose Technology, mais le GPT de ChatGPT ne fait pas référence au terme General Purpose Technology. Je vous préviens à l'avance. Qu'est-ce que c'est qu'une technologie générique? Une technologie générique, c'est la machine à vapeur, c'est l'électricité, c'est l'Internet. C'est des technologies génériques. Pourquoi? Parce que c'est une innovation de base qui est ensuite appliquée à l'ensemble de l'économie. C'est-à-dire qui va, en fait, influencer l'ensemble de l'économie. Vous voyez? Et c'est pour ça que c'est une technologie générique. En général, ce qui se passe, et celui qui a montré ça, c'est Paul David, qui était un historien économique que j'ai bien connu, qui était à Stanford. Paul David. Et Paul David, il vous montre la dynamo. C'était la dynamo, comment s'appelle le papier sur la dynamo et le je ne sais plus quoi? Il faudrait que je me souvienne. Et en fait, ce qu'il vous montre, c'est qu'en fait, la diffusion, si je regarde la fraction des secteurs, de l'économie qui adoptent des secteurs qui adoptent la nouvelle technologie générique, ça se passe comme ça. Au début, il ne se passe rien. Quand l'électricité est inventée, pendant plusieurs années, 20 ans, 30 ans, il ne se passe rien. Et puis tout d'un coup, ça se répand comme une maladie, vous voyez, c'est ce qu'on appelle une courbe logistique. Et alors là, c'est la fraction, c'est 0 là, et là, la fraction, c'est 1, vous voyez, on ne peut pas aller à plus que 1. Vous savez que j'ai quelqu'un, c'est dramatique l'enseignement des maths en France. J'ai une collègue à Sciences Po, ou à Paris 1 ou à Sciences Po, elle a une copie, et la personne dit, la probabilité est égale à 2. C'est dramatique, hein? Probabilité égale à 2. Hein. Bon, bref, là c'est 1. D'accord? Bon, je ne vais pas vous apprendre des choses fausses quand même. Vous voyez, donc, non, mais ce qui est intéressant, c'est quand vous avez une technologie générique,
Pendant un certain temps, il ne se passe rien. Je vais la dessiner à gauche aussi, parce que peut-être que vous avez du mal à voir avec l'écran. C'est qu'en fait, pendant un certain temps, il ne se passe rien, et puis là, ça se diffuse, et ça fait comme ça, vous voyez? Et il y a une période d'accélération dans la diffusion, parce qu'il y a un effet boule de neige, en fait. Mais pendant plusieurs années, il ne se passe rien du tout. La technologie, quand Solow dit « je vois les ordinateurs partout, except dans les statistiques », c'est qu'il est encore là, quoi. Mais après, juste après que Solow parle, il y a eu l'accélération d'éthique, je vous en ai parlé plusieurs fois, entre 1995 et 2005. Vous voyez? Et après, évidemment, il y a eu la diffusion complète, quoi. Ça atteint tous les... Voilà. Donc c'est ça une technologie générique. C'est une technologie de base qui va finir par affecter l'ensemble des secteurs de l'économie, d'accord? Donc la machine à vapeur est le premier, ensuite ça a été électricité, moteur à combustion, qui sont arrivés en même temps, et ensuite ça a été l'Internet, enfin les TIC, les technologies de l'information, et après c'est l'IA. Alors il y en a qui perçoivent l'IA comme un corollaire d'éthique, enfin bon ça c'est des débats... voilà, mais en tout cas, voilà, c'est ça qui est... Donc, voilà. Donc chaque VAD, donc c'est une innovation majeure, mais qui va transformer tous les secteurs. Et chaque fois que vous transformez un secteur avec cette innovation majeure, c'est une innovation secondaire. Vous voyez, donc la révolution technologique, c'est une technologie majeure, mais à chaque fois qu'elle se diffuse quelque part, c'est des innovations secondaires. Et c'est pour ça que c'est une innovation majeure qui donne lieu à plein d'innovations secondaires. Et le monde est comme ça. Il y a des gens qui pensent que, et là on reviendra, c'est un débat que j'ai beaucoup avec Robert Gordon, que j'aime énormément, qui est quelqu'un de très très proche, mais lui pense que le gros truc, ça a été, la vision de Gordon, c'est de dire qu'en fait, la grande révolution, ça a été la machine à vapeur, l'électricité, ça a été également important, mais que l'éthique, c'est moins important, et que l'IA, il ne sait pas encore. Mais en fait, on discute beaucoup et je sens que Gordon, là, il est en train d'évoluer. Enfin, j'ai l'impression que voilà. Mais c'est quelqu'un d'extraordinaire. Hein. Donc voilà. Donc, si vous voulez, voilà, il y a cette idée que, donc voilà. Et en fait, c'est vrai que chaque révolution, à un moment donné, elle s'épuise. Mais il y a d'autres révolutions qui arrivent. Et c'est ça le progrès, c'est-à-dire qu'on croit toujours que les idées sont de plus en plus dures à avoir. Les idées sont de plus en plus dures à avoir si on se restreint à une chose particulière. Mais l'esprit humain est sans limite. Il va y avoir des révolutions dans la santé qu'on n'imagine pas. L'ARN messager, c'est un truc incroyable, incroyable. On va pouvoir traiter les cancers bientôt beaucoup mieux, quoi. Et il va y avoir des grandes révolutions, et l'IA est une révolution. Voilà, je vais y venir tout à l'heure. Mais je ne crois pas du tout que les idées soient de plus en plus dures à avoir. Je pense que ce qui est de plus dur, c'est d'avoir des idées dans le même truc très étroit. Par exemple, ma vision à moi, c'est que pour prendre des photos, on peut utiliser des caméras. Je ne pense pas qu'il y ait des grandes innovations dans les caméras, quoi. Je pense que c'est de plus en plus dur à inventer. Mais maintenant, on utilise des iPhones. On fait autrement, quoi. Donc, on a complètement court-circuité les caméras, maintenant. On fait tout à fait autre chose. Et donc, le même service, on le fait avec des lignes nouvelles. Et sans arrêt, il y a des lignes nouvelles. Sur chaque ligne en particulier de recherche, on finit par tomber dans des rendements décroissants. Mais il y a sans arrêt des nouvelles lignes qui apparaissent. Et je crois que c'est comme ça que marche le progrès. C'est pour ça que je ne crois pas du tout dans le... Je vous perds, là, je vous perds. Non, je perds pas. Alors, d'accord, donc voilà, donc ça c'est... donc vous voyez ce qui se passe, c'est que pendant un certain temps, les technologies génériques, il ne se passe pas grand-chose, et puis tout d'un coup, il y a un effet boule de neige, et ça prend, et puis il y a un effet boule de neige, voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne, d'accord? Je continue. Alors, donc ces révolutions technologiques sont source de cycles de long terme, on appelle ça des cycles de Kondratiev, peut-être vous avez entendu parler, hein? Et voilà. Alors, elles englobent trois aspects. Elles sont omniprésentes, elles sont utilisées dans tous les secteurs de l'économie. Elles sont perfectibles, elles s'améliorent au cours du temps. Une baisse de coût d'utilisation est progressive. Elles sont fécondes, elles donnent naissance, comme j'ai dit, à une vague d'innovations secondaires qui correspondent à la mise en œuvre de ces technologies génériques à tous les secteurs de l'économie. D'accord ? Donc, je vous ai mentionné la machine à vapeur. La première machine a été inventée en 1712, mais l'impact sur la croissance devient visible seulement à partir des années 1830. L'électricité et l'ampoule électrique inventée par Edison en 1879, mais les États-Unis n'ont vu une réelle accélération de leur productivité qu'après les années 30. Et évidemment, l'électricité, c'est le Fordisme. La grande application, ça a été le Fordisme, évidemment. Ça a tout changé, quoi. Et puis, pareil, les technologies de l'information, il y a Solow qui vous dit, ben oui, la technologie de l'information, où est-ce qu'on les voit? Ça fait penser...
dans ce film Jurassic Park, l'un des acteurs dit « Ah, ouais, où sont les dinosaures dans ce parc à dinosaures ?» C'est un peu ça. Où sont les ordinateurs où sont les ordinateurs dans les statistiques? C'est un peu le... Et bien, juste après que Solo ait parlé, boum, il y a eu la vague qui a démarré. Donc, il porte chance, Robert Solow. Et puis, l'intelligence artificielle, où j'ai mes grands débats avec mon ami Acemoglu, mais on va y revenir tout à l'heure, co-auteur, mais on débat sur des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, et où lui, il pense qu'il n'y a pas beaucoup de potentiel de croissance de l'IA, et moi, je vais vous expliquer pourquoi moi, je pense qu'il y a un énorme potentiel de croissance de l'IA, mais qu'il y a des obstacles pour que ce potentiel de croissance puisse être réalisé. Voilà, des obstacles institutionnels. Mais il commence à y venir parce qu'il a un étudiant qui va dans ma direction. Justement, je viens de découvrir qu'il a un étudiant à lui qui travaille sur la base de choses que je suis en train de faire et qui donc va dans le sens de dire finalement il y a un gros potentiel de croissance de l'IA. Donc il ne va jamais reconnaître, il ne va jamais concéder qu'il a tort lui-même, mais il le fait indirectement. Voilà. Donc voilà. Donc là, par exemple, dans notre livre de Voir de la destruction créatrice, chapitre 3, donc là maintenant les vagues technologiques, je vous engage à lire le chapitre 3 du livre. Qui coûte 11 €. Donc, non, mais ce n'est pas pour gagner de l'argent, c'est que par chapitre, il y a 15 chapitres à 11 €. Donc, c'est moins d'1 € par chapitre. Ça va. You get value for money, je pense, en toute modestie. Bon. Donc, vous voyez, l'électrification, on voit ici les innovations secondaires. Il y a le nombre de brevets par million de personnes, et on voit que pendant toute une période, entre l'invention, vous voyez Edison c'est là, et on voit que là, c'est vraiment l'augmentation des brevets là, c'est les brevets électriques, quoi. C'est les brevets d'application, et on voit, c'est vraiment les innovations secondaires. Vous voyez, c'est très joli, on voit, tout ce que je vous raconte, c'est vrai, c'est dans les chiffres. Pareil avec l'éthique, vous avez la révolution d'éthique, les ordinateurs, déjà, moi quand j'étais à Harvard, mais je sais qu'il y a d'autres endroits où il y a, vous avez ces pièces de méga ordinateurs, vous n'avez jamais vu, c'est des pièces de musée, ça fait très art et métier, quoi. Et alors, vous avez ces énormes ordinateurs, et moi quand j'étais adolescent, il y avait un truc horrible qui s'appelait des cartes perforées, je ne sais pas, vous n'avez jamais utilisé ça. C'est une abomination totale, quoi, c'est horrible, quand on y pense. C'est comme si on te dit... tu as fait le service militaire, quoi, voilà. Donc, Fortran et les cartes perforées, c'était abominable. Enfin, c'était des grands progrès scientifiques, mais c'était horrible. Bon, alors, voilà, ben, l'éthique, c'est pareil. Regardez, ça, c'est les innovations dans l'éthique. Vous voyez, regardez, ça décolle, quoi. Et c'est toujours à chaque fois les innovations secondaires qui sont stimulées par l'innovation de base. D'accord? Ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Et des fois, même, il se peut qu'il y ait... Vous savez, au début, quand j'utilise quelque chose de nouveau, j'ai une cour d'apprentissage. Ce n'est pas juste que ça met du temps à innover, c'est que pendant un certain temps, je dois m'acclimater avec la nouvelle innovation. Je fais peut-être moins bien avec la nouvelle que je faisais avant avec l'ancienne. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle « learning by doing ». Hein. Et donc, au début, quand vous êtes avec un truc moyen, peut-être que les premières voitures, elles sont moins bonnes que les chevaux, que les attelages de chevaux, vous voyez ce que je veux dire? Mais après, il y a l'apprentissage et on apprend à... Donc, il y a deux choses qui se passent. C'est que l'un, il faut des innovations secondaires pour diffuser la technologie de base, et puis il faut aussi se familiariser avec la nouvelle technologie, et ça prend du temps, et c'est le learning by doing, hein, c'est l'apprentissage. L'adoption de nouvelles technologies suppose l'invention de nouveaux procédés pour l'exploiter, tout en rendant obsolètes les anciennes méthodes. Elle nécessite des investissements en capital importants. Vous voyez, c'est pour ça que le capital, c'est tout important quand même, le capital, parce que ça accompagne les révolutions technologiques, c'est un support. Ainsi, la rapidité avec laquelle une économie peut intégrer de nouvelles innovations dépend de son développement technologique et de ses infrastructures de base. Alors, elle peut être traînée par des résistances économiques ou politiques. Évidemment, hein, les entreprises en place n'ont pas très envie de voir des nouveaux arriver qui révolutionnent tout, etc. Et c'est très intéressant aussi parce qu'on a des barrières, il y a des barrières presque conceptuelles et organisationnelles. Par exemple, j'ai une co-autrice qui s'appelle Rebecca Henderson, et elle a écrit plusieurs très très bons articles, mais un d'entre eux particulièrement connu, c'était Architectural Barrier to Innovation. Donc, elle s'appelle Rebecca Henderson, elle est University Professor à Harvard. Ça veut dire qu'elle peut décider de ne rien enseigner du tout ou de faire les cours qu'elle veut. Ça, c'est vraiment un... Moi, j'ai jamais eu ce privilège quand j'étais à Harvard. C'est pas pour ça que j'ai quitté Harvard. Hein. J'étais très content. Bon, voilà. Donc Rebecca Henderson, elle regarde, c'est les barrières architecturales à l'innovation.
hein, les barrières architecturales à l'innovation. Barrières architecturales, ce qu'elle appelle architecture, mais c'est l'architecture intellectuelle. Barrières architecturales à l'innovation. Et en fait, ce qu'elle vous raconte, c'est qu'en fait, il y avait deux compagnies de fabrication d'avions. Il y avait McDonnell Douglas et Boeing. Et McDonnell Douglas faisait les DC-3, les DC, enfin tout ce qui est DC, c'est Douglas, quoi. Donc, au début, c'était des avions à hélice. Si vous voyez les films des années 50, on volait en DC-3, en DC-6, je ne sais plus, d'accord. Et le truc, c'est que l'avion à réaction, c'est Boeing qui l'a développé. Et quelque part, elle t'explique dans cet article que l'organisation de McDonnell Douglas faisait qu'il n'était pas possible, enfin que ça a été très difficile d'intégrer le moteur à réaction. Et ce n'est que quand Boeing l'a adopté que là, McDonnell Douglas était pris à la gorge, ils n'avaient plus le choix, et ils ont commencé à faire des McDonnell Douglas avec des avions. Mais il a fallu que ça soit fait ailleurs. Ils étaient prisonniers de ce qu'ils faisaient avant. Ça, on a parlé de ce phénomène, path dependence. Vous vous souvenez, quand j'ai parlé d'innovation verte, et j'ai dit, vous avez tendance à continuer à faire ce que vous faites déjà avant. Mais ça, on la retrouve, et ça, par exemple, un très bel exemple, c'est ce McDonnell Douglas et Boeing, très intéressant, que les premiers avions à réaction de passagers, eh bien, c'est Boeing qui les a fait, c'est pas McDonnell Douglas, alors qu'ils avaient une tradition dans les avions de passagers. Dans le cas d'électrification, les infrastructures comme les réseaux de distribution et les lignes de transmission ont dû être mises en place pour que la technologie de l'électrification puisse être diffusée. Donc, vous voyez, il faut toujours un support, capitalistique pour que ça se développe, d'accord ? Alors là, par exemple, c'est intéressant, on voit plusieurs choses. On voit par exemple le pourcentage de la puissance totale. Vous voyez, vous regardez l'énergie, la puissance, hein, et vous voyez par exemple au début c'était l'eau. Vous voyez là, l'eau, vous voyez, l'eau est là, l'eau ça baisse. Donc au début, ça marche beaucoup par l'eau, parce que c'est les moulins, c'était les moulins, quoi. Voilà, les usines fonctionnaient avec l'énergie hydraulique, d'accord ? Et puis ensuite, vous avez l'électricité qui prend la relève. Vous voyez, donc l'eau, ça baisse, l'électricité, ça monte, c'est là. Non, ensuite, c'est pas l'électricité, vous avez d'abord la vapeur qui monte, pardon, je fais des bêtises. Vous voyez, ça baisse, la vapeur monte, la vapeur culmine là, mais la vapeur va baisser quand l'électricité va monter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous voyez, hein, c'est ça, vous voyez l'eau baisser quand la vapeur monte, hein, d'accord? Et puis, vous voyez l'énergie produite à partir de vapeur devient moins importante quand c'est l'énergie électrique qui prend le relais, d'accord? Et puis l'énergie électrique, maintenant, voilà, elle évolue de cette manière-là. Vous voyez comment on voit vous voyez par exemple comment les différentes voilà. Alors, on peut voir ici aussi le nombre d'années suivant l'introduction de la technologie et la part des ménages. Donc, on regarde les ménages, et vous voyez l'électrification en 84, et on en regarde le nombre d'années après la technologie. Donc là, par exemple, on regarde pour l'électricité. Donc l'électricité, ça apparaît, vous avez dit, l'invention Edison, c'est 1879, vous voyez. Et vous voyez comment la courbe logistique pour l'électricité, c'est exactement ce que j'ai là, regardez, vous voyez. C'est ce que j'ai là ou ce que j'ai là, c'est la même chose, hein, d'accord. Et vous le voyez évidemment avec des années, avec 80 années de distance, avec l'éthique. Au début, rien du tout. Et vous voyez comment la courbe logistique augmente pour l'éthique. Vous voyez à chaque fois comment vous avez la courbe logistique? D'accord? Voilà. Alors, maintenant, juste quelques choses de données supplémentaires. Les années 1930 aux États-Unis, donc c'est vraiment donc chimie, c'est vraiment électricité, moteur à combustion, chimie en fait. Hein. Donc voilà, donc vous avez des grappes d'innovation secondaire liées à une accélération de la diffusion de l'électricité du pétrole, moteur, chimie, pétrochimie, plastique, pharmacie, télécom. Elles se sont traduites par un dépôt de nombreux brevets. Et évidemment, l'amélioration du niveau de la qualification de main-d'œuvre a été complémentaire, évidemment. Et voilà. Et puis, il y a eu évidemment le choc de demande introduit par la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc ça fait un choc de demande positif aux États-Unis, évidemment, puisque l'État avait besoin de construire, de faire une économie de guerre. Alors, vous voyez vraiment la vague de l'électricité. Ici, elle culmine 1930, vous voyez, 1939. Mais vous voyez qu'elle est retardée dans la zone euro. Dans la zone euro, c'est après la guerre que ça culmine, vous voyez. Quand je vous avais dit le rattrapage technologique de l'Europe par rapport aux États-Unis après-guerre, c'est le rattrapage de cette révolution-là. On rattrape la révolution de l'électricité. D'accord? On construit le capital et on absorbe les technologies par notre niveau d'éducation. Et c'est pour ça qu'on a ce retard. D'accord?
Okay. En Europe, la vague de croissance a lieu 20 ans plus tard après la guerre. Elle est stimulée par la reconstruction et la réorganisation des moyens de production, nouvelles technologies, nouvelles usines adaptées, nouvelles pratiques. Elle est également soutenue financièrement par le plan Marshall, mais ça, je vous en ai déjà parlé. Mais c'est bien que j'aime bien vous redire des choses, mais c'est jamais exactement de la même manière. Donc il y a peut-être des gens qui peuvent penser que je me répète. L'important d'ailleurs, c'est que je ne me contredise pas. Hein. C'est le plus important. Mais je le remets toujours d'une manière différente, ce qui fait que vous assimilez. Voilà. Alors, le ralentissement de la productivité aux US dans les années 70 et 80, le choc pétrolier, l'essoufflement de la vague d'innovation secondaire liée à l'électricité et moteurs à combustion, d'accord. Mais ensuite arrive une nouvelle vague, qui est la vague des technologies de l'information. Et elle arrive là. Alors évidemment, on a l'impression qu'elle est moins importante. Et là, il y a tout un débat avec Gordon, c'est-à-dire qu'elle est peut-être beaucoup plus importante parce qu'elle change aussi notre manière de faire de l'innovation. C'est-à-dire que je pense que la vague d'éthique, l'éthique et encore plus l'IA, ça n'a pas seulement augmenté la productivité dans la production de biens et services, mais je crois que ça a augmenté aussi la productivité dans les technologies d'innovation elles-mêmes. Et donc c'est pour ça que le fait que vous voyez que c'est moins haut là que là, à mon avis, est misleading, c'est trompeur, parce que je pense qu'en fait, la révolution d'éthique a une importance beaucoup plus grande, parce qu'elle influe également sur la technologie d'innovation. D'accord ? Alors, cette vague de productivité est bien plus faible que la précédente et presque inexistante en Europe. On voit les ordinateurs partout. Pourquoi pas de vague récente en Europe? Stagnation séculaire, problème de mesure. Donc ça, c'est la question. Moi, je pense qu'en partie, la révolution d'éthique, je pense que ça n'a été pas bien mesuré. Je pense qu'il y a deux choses. Je pense que, qu'est-ce qui explique, mais ça on va revenir, pourquoi la révolution d'éthique n'a pas donné plus de croissance? Une raison, c'est la mesure. On ne mesure pas vraiment bien la croissance. Je pense qu'il y a une autre raison, c'est qu'il y a eu des barrières de concurrence. C'est-à-dire qu'il y a eu, et ça je vais revenir là-dessus tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu l'émergence des GAFAM, et les GAFAM ont stimulé la croissance au départ, mais elles ont fini par inhiber l'arrivée de nouveaux innovants. Et je pense que ça explique aussi en partie pourquoi la vague d'éthique n'a pas été aussi haute qu'on aurait pu penser avant, qu'on aurait pu penser a priori. Je pense que le potentiel de croissance d'éthique, c'est énorme, mais qu'il y a eu des obstacles à sa diffusion. Voilà, donc là, on arrive maintenant à robots et intelligence artificielle. Et je crois vraiment que je vais... Est-ce qu'on ne s'arrête pas là? Je suis à la slide 41, mais ça va, j'ai encore le temps. Est-ce que vous voulez... On fait quand même robot et on attend pour l'IA? Vous me laissez faire robot et je vous libère dans 5 minutes, ou vous voulez que je vous libère maintenant? On fait quoi? Robot? Robot. Alors, on fait robot. Donc ça, c'est basé... Alors là, c'est vraiment un truc sur lequel j'avais un désaccord avec Acemoglu, et donc voilà, mais sur les robots, et alors je l'ai également un peu sur l'IA, mais on est co-auteur beaucoup sur des trucs d'innovation verte. Voilà, c'est un peu une relation un peu compliquée. Voilà. Et donc ça, c'est basé, ce que je vais vous raconter, sur un travail joint avec Céline Antonin, Simon Bunel et Xavier Jaravel. Et donc, la motivation, c'était exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pourquoi les grandes révolutions technologiques n'ont pas engendré le chômage de masse anticipé par certains, et qu'est-ce qu'il faut penser du débat sur la taxation des robots, d'accord? Alors, il y a une vision pessimiste et une vision optimiste. La vision pessimiste, c'est que l'automatisation réduit l'emploi parce qu'elle remplace des humains par des machines. Et donc, voilà, et que finalement... Et la vision archi-pessimiste, c'est de dire, regardez, sur le plan de la croissance, c'est pas terrible, et en plus, ça détruit plein d'emplois, est-ce qu'on a besoin de ces révolutions technologiques-là? D'accord? Ça, c'est la vision pessimiste. La vision optimiste, c'est de dire, non, en fait, l'automatisation peut créer de l'emploi, et peut créer de la croissance, en fait. Et elle augmente en particulier la compétitivité des entreprises. Et c'est par ce canal qu'elle augmente l'emploi. Donc voilà un peu les deux effets, et il y a un peu des deux, parce qu'effectivement, que les robots vont en partie se substituer à des humains, mais les entreprises qui robotisent peut-être deviennent plus productives et peut-être créent davantage d'emplois. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des travaux, Acemoglu et des collègues ont fait des travaux, mais sur des données agrégées américaines, et où ils disent que ça réduit l'emploi. Mais moi, j'y ai pas cru. Voilà, j'ai pas cru dans ces travaux-là. Je pense qu'ils ont fait des modèles très sympas, mais je n'ai pas cru dans leur stratégie empirique. Il y a quelque chose pour moi on a essayé de reproduire nous-mêmes, et il y a quelque chose là-dedans, dans la stratégie elle-même, c'est pas ce qu'ils ont fait, ce n'est pas faux, mais c'est la stratégie elle-même de recherche qui nous paraît pas fiable. Et nous, ce qu'on a regardé, c'est des données d'entreprise, voyez. Donc on a regardé directement des données d'entreprise,
et on couvre toutes les entreprises et usines du secteur manufacturier français entre 1994 et 2015. Et sur les entreprises, on connaît leur emploi, leur chiffre d'affaires, l'industrie d'appartenance, le bilan comptable. Les employés de l'entreprise, on connaît leur salaire, leur activité professionnelle. Et donc, on a utilisé des données de toutes les entreprises françaises et on a fait une analyse au niveau des entreprises, d'accord? Et donc, on regarde, on fait des effets, on regarde le calendrier d'adoption des machines industrielles, ce qu'on appelle des event studies. Et on dit, voilà, à un moment donné, une usine ou une entreprise adopte l'IA, comment évolue l'emploi par rapport à une entreprise similaire en tout point, mais qui n'adopte pas l'IA, la robotisation, je veux dire, l'IA, j'anticipe sur l'IA, je ne suis pas l'IA encore. Hein. Et l'automatisation, j'ai 3 mesures d'automatisation. L'un, c'est la valeur comptable des équipements industriels. L'autre, c'est les machines automatisantes importées. Et l'autre, c'est des registres de consommation d'électricité par usine pour Motive Power. Je peux utiliser l'électricité, par exemple, pour l'air conditionné. Je peux utiliser, mais là, c'est vraiment de l'électricité utilisée pour faire marcher des robots, en fait, pour faire marcher des machines qui remplacent l'humain. Vous voyez, donc on sait pas seulement la quantité d'électricité utilisée par une entreprise ou une usine, mais on sait également si c'est pour l'air conditionné versus vraiment de l'électricité utilisée pour mettre en mouvement des machines. D'accord ? Donc la première c'est la valeur comptable des équipements industriels. Elle est disponible pour toutes les entreprises manufacturières, mais il n'y a pas de liste décrivant explicitement les machines comptabilisées. Ça pourrait inclure des machines qui ne sont pas vues comme des automates. Par exemple, les camions industriels qui sont utilisés comme chariots élévateurs. D'accord ? La deuxième mesure, c'est les machines automatisantes importées. Elle est basée sur les biens intermédiaires importés, définis comme des produits pour lesquels le code correspond à des choses qui ont à voir avec la robotisation ou l'automatisation, système robotique de fabrication, équipements industriels spécialisés, machines à contrôle numérique, machines-outils à commande numérique, machines au soudé automatique. Et donc tu dis, voilà, je regarde en fait toute une série d'importeurs et je me restreins à ces choses dont je sais que ça a directement à voir avec l'automatisation de la production dans l'entreprise. D'accord ? La troisième mesure, c'est la même mesure, mais au lieu que ça soit, là c'est vraiment le textile, c'est regarder sur le textile au départ, et après on l'étend, on fait la même mesure, mais au lieu de regarder que le textile, on regarde le même type de mesure pour toutes les industries manufacturières, d'accord ? Ça c'est une troisième mesure. Donc, c'est une mesure qui étend la précédente à toutes les machines industrielles. Des machines sont tout de même exclues de la mesure, appareils ménagers, machines agricoles, ascenseurs, escalators. Ces 2 mesures ne sont disponibles que pour les entreprises qui importent. Celle-ci et la précédente, d'accord ? Il y a des entreprises qui automatisent sans importer, d'accord ? Et alors, j'ai une 4e mesure. J'ai une mesure qui est la donnée de consommation d'électricité pour la production d'énergie motrice. Cette mesure exclut certains usages finaux, tels que le chauffage, le refroidissement ou la maintenance de serveurs. Elle est motivée par la définition de l'automatisation donnée par l'Encyclopædia Britannica, the class of electromechanical devices that are relatively self-operating after they have been set in motion on the basis of predetermined instructions or procedures. Okay ? Donc ça, on regarde exactement cette définition-là. Voilà, par exemple, vous voyez, là, ici, là, vous avez pétrochimie. Vous voyez, tout ce qui est coloré, c'est la partie automatisante, vous voyez, pour produire du papier, du caoutchouc, des verres céramiques, agroalimentaires. Et c'est à chaque fois des devises automatisantes. D'accord ? Alors, par exemple, c'est intéressant parce que... alors, il y a une autre mesure qui est les robots. On peut regarder directement les robots. On peut dire, voilà, je vais regarder que les robots. Alors, l'avantage du robot, c'est que le robot, c'est un robot, quoi. Donc, on sait que c'est directement... c'est fait pour remplacer l'être humain. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, les robots, c'est concentré sur l'automobile, alors que les autres mesures sont disons, dispersées de manière assez égale sur les différents secteurs manufacturiers. Vous voyez, donc le problème des robots, c'est que si je m'intéresse aux robots seulement, je ne parle que de l'industrie automobile, qui est une industrie très importante, mais je ne parle pas de l'ensemble de l'industrie manufacturière. D'accord ? Donc ça, c'est un peu l'avantage du robot, c'est que je sais que je n'inclus pas des trucs qui ne sont pas automatisants, ça c'est certain, mais d'un autre côté, si je me circonscris aux robots, je ne couvre essentiellement l'industrie automobile. Donc peut-être que tout ce qui est reflété, c'est le déclin de l'industrie automobile. Et que peut-être, au lieu de dire en fait l'emploi baisse, peut-être parce qu'il y a déclin de l'industrie automobile, plutôt que le fait que c'est les robots qui ont remplacé des humains. Vous voyez, c'est ça un peu le... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder l'évolution de l'emploi dans une usine ou dans une entreprise qui automatise, qui adopte, par rapport
à l'emploi dans une usine semblable en tout point de vue, vous voyez, d'un point de vue ex-ante, mais qui n'a pas automatisé, d'accord? Et voilà, donc alors je dirais qu'une entreprise est considérée comme sujette à l'automatisation lorsque le changement d'automatisation, vous savez, vous avez des déciles, je regarde celles qui, par exemple, disent, voilà, j'automatise à 80, je suis parmi les 90%, je suis au top 10% de celles qui automatisent le plus, vous voyez ce que je veux dire? Ou le top 20% de ceux qui automatisent le plus. Et je dis oui, non, quoi. Donc je dis, voilà, je regarde la moyenne, je compare ceux qui automatisent à 90%, par rapport à ceux qui n'automatisent pas, quoi, ou ceux qui automatisent à 50% par rapport à ceux qui n'automatisent pas, d'accord? Et on trouve en fait, ça c'est par exemple, c'est le top 10%, ça, c'est-à-dire que ceux qui automatisent, ils sont parmi les 10% de ceux qui automatisent le plus, d'accord? Et vous voyez qu'il y a une augmentation d'emploi. Vous voyez que ceux qui automatisent, eh bien, vous automatisez, votre emploi augmente. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça va contre l'idée reçue que la robotisation et l'automatisation, c'est mauvais pour l'emploi. Alors, pourquoi c'est le cas? Je vous l'avais mentionné déjà, je crois, précédemment. C'est un effet, je vais effacer le tableau et je vais vous dire, voilà ce qui se passe. C'est qu'en fait, il y a deux effets contradictoires. Donc, j'efface mon tableau ici. Voilà. Il y a l'effet de substitution et l'effet de productivité. Il y a un effet de substitution et il y a un effet de productivité, c'est-à-dire de compétitivité. Compétitivité. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de manière très très simple. Quand vous mettez un robot à la place d'un humain, évidemment, ça rend l'humain redondant. Donc ça tend à réduire l'emploi. Mais d'un autre côté, les entreprises qui robotisent, qui automatisent plus généralement, elles deviennent plus productives. Comme elles deviennent plus productives, elles deviennent plus compétitives. Donc ça veut dire qu'elles peuvent produire moins cher, vendre moins cher, ou bien produire des biens de meilleure qualité au prix des autres. Donc leur marché mondial va augmenter. Donc la demande mondiale pour leurs produits va augmenter, et donc elles vont embaucher davantage. Et en fait, ce que montre cette courbe-là, c'est que l'effet de productivité l'emporte sur l'effet de substitution. C'est ça le truc intéressant. Et c'est ça qui explique les ludites. Pourquoi il n'y a pas eu de chômage de masse avec la machine à vapeur? Pourquoi il n'y a pas eu de chômage de masse avec l'électricité? Parce qu'à chaque fois, vous avez eu un effet de productivité qui l'a emporté sur l'effet de substitution. C'est ça le truc. Tu vois? Et nous, on l'a vraiment compris en regardant ces event studies. Après, on a fait après de la instrumental variable. Je n'ai pas rentré dans la technique parce qu'on a montré que c'est un effet causal, qu'il y a vraiment un effet causal. Hein. Mais ça, je n'ai pas envie de vous embêter avec l'économétrie. Mais tout le papier, c'est de montrer en fait que cet effet est causal. Ce n'est pas juste un event study, un truc comme ça. C'est vraiment un effet causal, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que on peut prendre, vous savez, j'ai dit, parmi les 10% que je regarde un événement d'automatiser, c'est être parmi les 10% qui automatisent le plus. Mais je peux dire que c'est parmi les 25% qui automatisent le plus, ou parmi les 50%. Et à chaque fois, je trouve toujours un effet positif, d'accord? Donc j'ai de la robustesse. Vous savez, quand vous faites un papier, on vous donne une batterie de tests de robustesse, évidemment. Hein. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Et alors après, je regarde la mesure par les machines importées. Pareil, ça, c'est la mesure. Parce qu'au début, Acemoglu me disait « Ah, mais c'est parce que ta mesure, c'est pas de l'automatisation. C'est autre chose, c'est capital augmenting. C'est que tu mets du capital, et donc, évidemment, comme tu mets du capital, ton capital, il ne se substitue pas du tout. C'est du capital qui simplement augmente la productivité du travail, et donc fait que tu embauches davantage. » Alors j'ai utilisé sa mesure à lui d'automatisation, et je trouve la même chose. Il peut difficilement dire que sa mesure à lui, elle marche quand c'est lui qui l'utilise, et qu'elle ne marche plus quand c'est moi qui l'utilise. Vous voyez, c'est un peu quand même compliqué. Quand même. Voilà. Donc ça, c'était vraiment utile de faire ça. D'accord? Et puis, les robots. J'ai dit, écoute, tu es parti par les robots. Regardons les robots. Vous voyez, regarde les robots. Là, tu ne peux rien me dire, tu utilises les robots aussi. D'accord? Voilà. Et donc, on voit que c'est un résultat très robuste.
Donc cet effet de productivité l'emporte sur l'effet de substitution. D'accord? Et alors la question qu'on peut se poser, c'est qu'on peut regarder est-ce que tous les travailleurs sont affectés de la même manière par l'automatisation? Par exemple, selon qu'on est très qualifié, moyennement qualifié ou pas qualifié. Et vous voyez, vous allez voir une chose importante, c'est que ça, c'est si je me restreins aux très qualifiés, donc vous allez dire, ben voilà, mais regardez les middle skills, pareil, et les low skills. Donc c'est en fait pourquoi? Parce que comme j'ai une demande plus grande pour mes produits, j'embauche plus de tout le monde. Je scale up, quoi. C'est tout, quoi. J'ai plus de demandes, je scale up. Et c'est pour ça que je demande de tout plus, davantage, tu vois? D'accord? Comment évolue le volume des ventes? Eh bien, on va voir un truc très intéressant, c'est qu'évidemment, sales, c'est le chiffre d'affaires, en fait, c'est les ventes. Ben, ceux qui automatisent, ils augmentent leurs ventes. Donc, ça montre bien que c'est un effet de productivité et de compétitivité. J'augmente mes ventes. J'augmente mes exports, en particulier. D'accord? Et donc, on voit bien que c'est un effet de productivité qui est à l'œuvre. D'accord? Et donc, ça montre déjà aussi une chose. Mettons que si je faisais, comme certains candidats en 2017, que je ne vais pas nommer, proposent de taxer les robots, très mauvais, ou des collègues à moi que je ne vais pas nommer non plus, d'accord? Mais je laisse ça à votre sagacité. Propose de taxer les robots, c'est une très mauvaise idée, parce que vous allez tirer une balle dans le pied de ceux qui innovent et deviennent plus productifs, et donc plus compétitifs, et donc créent de l'emploi. C'est comme taxer l'innovation, quoi. C'est une très mauvaise idée. Donc ne taxez pas les robots, d'accord? Vous voyez, comme c'est important des études comme ça, parce qu'on évite des fautes économiques, quoi. D'accord? Alors ensuite, on peut regarder différentes catégories on regarde le niveau des salaires. Vous voyez, il n'y a pas d'effet sur le salaire. Nous, on n'a pas trouvé d'effet sur le salaire, en moyenne, et pas particulièrement, pas pour les low skills, pas pour les medium skills, et les high skills, très légèrement, on ne peut même pas dire que leurs salaires ont légèrement augmenté. Mais ce qui s'est passé, par contre, c'est que la part du travail dans le revenu des entreprises qui automatisent augmente. Pourquoi? Parce qu'elles innovent. Quand tu innoves, tes profits augmentent, et tes profits augmentent par rapport à la valeur des salaires. Typiquement, quand tu innoves, tu augmentes, tu emploies plus de gens, etc. Mais quand même, ceux qui innovent tendent à augmenter la part des profits, donc la part relative. Ça ne veut pas dire qu'en absolu, les salaires baissent, pas du tout, mais ça veut dire que malgré le fait que la masse salariale va augmenter, puisque tu as le même salaire et tu envoies plus de gens, mais tes profits vont augmenter encore beaucoup plus, parce que c'est des profits d'innovation. Donc évidemment, quand tes profits d'innovation augmentent énormément, c'est ça qui fait baisser la part du travail dans le revenu de l'entreprise, d'accord? Mais ce n'est pas pour des mauvaises raisons, c'est pour des bonnes raisons, d'accord? Voilà, donc en résumé, on voit que les chocs d'automatisation n'ont pas d'effet significatif sur le niveau des salaires horaires. De plus, cette absence d'effet est partagée entre les différentes catégories de qualification. Mais il y a un effet négatif sur la part du travail dans le revenu parce que les profits augmentent quand on innove, d'accord? C'est ça la raison. Alors maintenant, il se passe aussi, je parle beaucoup de destruction créatrice, c'est qu'évidemment l'emploi total augmente, mais il y a des jobs créés, des jobs pas créés, c'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes. Et donc, il y a un taux de création d'emplois. On voit que les entreprises qui automatisent créent des emplois, mais il y a aussi un petit peu de destruction d'emplois. C'est-à-dire qu'au total, l'emploi augmente, mais il y a un peu de création-destruction d'emplois. Donc, on ne garde pas tout le monde, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vrai qu'il y a de la destruction créatrice. Toujours ma flexi-sécurité danoise. Hein. Je pense que pour tout ça, il faut toujours derrière. Moi, je ne pense pas qu'il faut taxer les robots, mais je pense qu'il faut un bon système de sécurisation des parcours professionnels. Je crois vraiment. Et en France, nous ne l'avons pas. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'on aille vers le modèle danois, que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un modèle très, très civilisé. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, ça, c'est aussi très intéressant, c'est que ceux qui automatisent, quand ils automatisent, ils réduisent l'emploi chez ceux qui n'automatisent pas. Vous voyez, ça, c'est les concurrents qui n'automatisent pas, évidemment. Comme je deviens meilleur qu'eux, je leur prends en partie du business à eux. Mais vous allez me dire, mais à ce moment-là, ce n'est pas très intéressant parce que vous créez de l'emploi au détriment des autres. Donc, l'emploi total n'augmente pas. D'abord, ce n'est pas vrai parce que,
vous piquez de l'emploi à des firmes étrangères, en partie. Donc, on peut dire, mais c'est pas très sympathique. Mais voilà, comme n'importe qui innove, prend des... Mais ça, c'est toute innovation. Mais en fait, également, c'est pas vrai. C'est pas un jeu à somme nulle. C'est très important, l'idée de jeu à somme nulle. L'économie n'est pas un jeu à somme nulle. Parce qu'en fait, il y a des consommateurs qui n'auraient pas consommé ce produit. Comme il devient moins cher grâce à votre innovation, de là où ils n'auraient pas consommé le produit, ils viennent consommer le produit. C'est-à-dire que vous touchez des consommateurs qui n'étaient pas captifs d'autres entreprises. C'est vrai qu'en partie, vous faites du business stealing, vous prenez du business aux autres, mais vous attirez des consommateurs qui, de toute façon, eux, n'étaient pas dans cette mouvance. C'est ça qui est important. Parce que souvent, on me dit, mais finalement, votre truc, c'est sympa, vous voyez, vous montrez cette courbe-là, donc finalement, OK, vous créez de l'emploi, mais vous en enlevez aux autres. Mais d'abord, les autres peuvent être à l'extérieur. Et ce qu'on montre d'ailleurs dans cet article, c'est que les secteurs qui sont très ouverts aux imports-exports, c'est des secteurs où là, l'effet sur l'emploi au niveau de l'industrie est le plus important, parce que je pique aux entreprises ailleurs, tu vois. Tandis que les secteurs qui sont très fermés au commerce international, là, effectivement, l'effet global sur l'emploi est moins positif. Mais il est quand même positif parce que je vais attirer des consommateurs qui n'étaient jamais consommateurs de qui que ce soit, même pas des autres entreprises. Ça, c'est très important à comprendre. Ce n'est pas un jeu à somme nulle. Comme l'innovation n'est pas un jeu à somme nulle. Quand vous innovez, vous ne faites pas que prendre des choses à d'autres, vous attirez des gens qui, sans cette innovation, ne seraient pas venus vers vous. Voilà, je crois que c'est très important de comprendre ça. L'économie n'est pas un jeu à somme nulle. Il y a beaucoup d'exemples en économie où l'économie n'est pas un jeu à somme nulle. Par exemple, il y a des gens qui pensent que tout ce qu'on prend... Et moi, je suis vraiment redistributif, je suis vraiment un bon redistributif, enfin voilà, je ne suis pas du tout quelqu'un. Mais il y a des cas où ce n'est pas vrai que quand tu prends à certains, ça va augmenter d'autant ce que tu donnes à l'autre. Si par exemple, en ayant une fiscalité confiscatoire, tu décourages l'innovation et l'emploi, eh bien, tu réduis le gâteau que tu distribues. Et tu vois bien que ce n'est pas un jeu à somme nulle. Donc, ce n'est pas vrai que ce que tu prends aux uns, c'est exactement ce que tu peux redistribuer aux autres. Parce que si tu prends trop aux uns et que ça les désincite, à ce moment-là, le gâteau à partager est moins grand et tu as moins à donner aux autres. Alors, ce n'est pas une... Je suis pour une fiscalité redistributive, je suis pour les services publics, je suis pour la flexi-sécurité, j'adore le Danemark. Vous voyez, je veux dire, mon tropisme n'est pas du tout... vous voyez, le capitalisme sauvage, pas du tout, du tout. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas voir l'économie comme un jeu à somme nulle. L'économie n'est pas un jeu à somme nulle. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous mettez dans la tête, vraiment. Ça ne marche pas comme ça. D'accord. Voilà. Alors, je crois que là, conclusion, l'automatisation augmente l'emploi, ce qui montre que l'effet de productivité provenant de l'automatisation tend à contrebalancer, même dépasser les effets de déplacement, les effets de substitution. Les salaires et les inégalités sont inchangés, mais on observe un changement de taux de création et de destruction d'emplois. L'automatisation augmente les ventes, donc le chiffre d'affaires et les profits. D'accord ? Ainsi, l'effet global de l'automatisation génère des gains qui sont largement partagés entre travailleurs, consommateurs et propriétaires d'entreprises, en particulier à l'heure de la mondialisation. Par conséquent, la taxation des robots ou d'autres initiatives visant à freiner l'automatisation afin de protéger l'emploi nous apparaissent fortement contre-productives. D'accord ? Et là, j'arrive à l'IA. Donc, je vous donne... Ah oui, il est déjà 15h12. Hein. Il faut vraiment qu'on reprenne en 5 minutes, hein, parce que j'ai à peine le temps. Là, je vais devoir faire 5 minutes de plus. Mais 5 minutes max. Hein. Bon, je vais parler maintenant d'intelligence artificielle, d'accord ? Alors, toute la partie, donc, ce travail a été effectué à l'occasion d'un rapport sur l'économie de l'intelligence artificielle qu'on a remis avec, ma coprésidente est Anne Bouvreau, qui préside le conseil, le conseil d'administration de l'École normale supérieure et qui organise le sommet IA en février, Anne. Et on a remis un rapport au président de la République en mars dernier, voilà. Et on avait commencé à travailler dessus en septembre de l'année dernière. Donc c'était Elisabeth Borne qui nous avait intronisés. Et puis, entre-temps, il y a eu 3 premiers ministres, je ne sais plus comment c'est passé, mais on a, en fait, c'est le président, on a remis le rapport au président. Voilà. Donc, voilà. Alors moi, ce qui est passé dans ce rapport, j'étais un peu paniqué parce que je ne sais pas utiliser mon téléphone portable. Vous voyez, donc faire demander de faire un rapport sur l'IA, c'est un peu gênant. J'y connaissais vraiment rien. Donc c'est un rapport très didactique parce qu'il fallait que moi je puisse comprendre ce qu'il y avait dedans, quoi. Voilà. Donc voilà. Et puis c'est un rapport qui a beaucoup de l'économie au début parce qu'il faut comprendre les gains potentiels à développer l'IA. Parce que sinon, on n'est pas prêt à dépenser. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on fait un investissement,
on veut regarder quel est le retour sur investissement. Il y avait eu un rapport de Villani qui était très bien, mais il n'y avait aucune analyse économique dans le rapport de Villani. Donc tu te disais, pourquoi tu dois développer l'IA, quoi? Peut-être c'est inutile. Est-ce que vraiment il y a un gain? Et c'est là que l'analyse des estimations de gains de croissance de l'IA sont très importantes, parce que si on pense que l'IA vous donne aucune croissance de la productivité, ça ne vaut pas le coup d'investir dans l'IA. Si on pense que l'IA va vous donner une croissance importante de la productivité, va augmenter la croissance de la productivité, ben là, ça vaut la peine d'investir dans l'IA. D'accord? Donc ça, c'était vraiment... Donc vous verrez qu'il y a toute une première partie très didactique, d'abord ce que c'est que l'IA, et ensuite l'impact économique. C'est de ça que je vais parler maintenant ici. Alors l'intelligence artificielle a une histoire qui s'étend sur plus de 70 ans. Dès 50, le mathématicien et cryptologue britannique Alan Turing exploite la possibilité qu'une machine puisse imiter une conversation humaine. C'est quelques années plus tard, en 1956, que le terme intelligence artificielle est apparu pour la première fois. L'IA s'est d'abord développée en utilisant des systèmes de règles déductives basés sur le schéma si-alors. Il s'agit de l'approche symbolique basée sur le raisonnement et les instructions. Quoique l'approche symbolique n'ait pas été abandonnée, une approche statistique de l'IA s'est imposée depuis les années 90, l'apprentissage automatique, le machine learning. Contrairement à l'approche symbolique où l'humain définit des règles si ceci, alors cela, l'humain s'assure à travers cette méthode, qui est la méthode statistique, que l'ordinateur apprend à repérer des relations statistiques au sein des données. Donc il n'y a pas d'instruction explicite donnée par l'humain, la machine est formée à identifier des relations à partir d'un ensemble de données d'entraînement, puis applique ces relations à de nouvelles données pour accomplir une tâche. Ça, c'est l'approche statistique qui est maintenant l'approche dominante. D'accord ? Alors le succès de l'approche statistique repose sur deux éléments essentiels. Les données d'un côté, parce que c'est à partir de données, il y a des données d'entraînement, et après, c'est à partir de ces données d'entraînement qu'on acquiert l'expertise, et qu'après, on peut appliquer à de nouvelles tâches. Et il vous faut de la puissance de calcul, d'accord ? Ces éléments se sont vraiment développés au cours des 30 dernières années sous le triple effet de la numérisation de notre société. On produit plus de données, et le double effet, je dirais, du triple effet de l'amélioration des matériaux semi-conducteurs qui augmente la puissance de calcul. C'est la loi de Moore, je vous avais dit, tous les 18 ans, on double le nombre de transistors par puce. Alors maintenant, en fait, on n'a plus besoin de doubler le nombre de transistors, il suffit de les redisposer autrement. Donc il y a eu en tout cas on a en tout cas amélioré les matériaux semi-conducteurs et puis le progrès technique en général. Alors voilà, donc ça c'est, donc je vous dis, c'est le rapport IA, et ça c'est le rapport qu'on a remis au président. La révolution de l'IA touche tous les domaines d'activité, donc c'est vraiment une technologie générique, l'économie, les services publics, l'organisation du travail, les médias, la culture. Et l'avènement de l'IA générative marque une accélération sans précédent dans cette révolution de l'IA, en simplifiant à l'extrême l'utilisation de certains outils, en générant des textes, des images, des sons à une vitesse extraordinairement élevée et avec un degré de réalisme stupéfiant. Par exemple, pour atteindre 1 million d'utilisateurs, il a fallu à Netflix 2 ans et demi, il a fallu à Instagram 2 mois et demi, et il a fallu 5 jours pour le chat GPT, et le GPT là n'est pas le même que le là. Hein. Non, c'est pas General Purpose Technology. Voilà. Cette révolution suscite des espoirs et des craintes. L'espoir, c'est qu'il y a un boom de croissance, mais donc la vision, et à nouveau, il y a la vision optimiste et la vision pessimiste. La vision pessimiste, c'est pas de gain de croissance et ça va créer beaucoup de chômage. Et la vision plus optimiste, c'est que l'IA a un potentiel de création de croissance et elle a aussi un potentiel de création d'emplois. Mais ma vision à moi, elle est modérément optimiste parce qu'à chaque fois, je vais dire que ça dépend des politiques et des institutions que nous mettons en face. Elle n'est pas automatiquement. Je ne suis pas d'un optimisme panglossien, je suis d'un optimisme gramscien, si vous voulez. Je suis d'un optimisme où on peut y arriver si on fait l'effort. Si on ne met pas en face de l'IA les bonnes institutions et les bonnes politiques, l'IA nous amène dans le mur. Mais si on met les bonnes institutions et les bonnes politiques en face de l'IA, alors l'IA peut nous donner beaucoup de bonnes choses. Voilà, ça c'est mon optimisme à moi. Donc ce n'est pas un optimisme BA, c'est un optimisme qui est raisonné et qui part de l'idée qu'il va falloir se bagarrer pour avoir des politiques qui accompagnent l'IA pour que l'IA donne son potentiel. D'accord ?
Voilà. Alors, je vais parler d'abord de l'effet sur la productivité et sa croissance, puis l'effet sur l'emploi, puis l'effet sur l'inégalité, puis l'effet sur la satisfaction au travail. Je ne parlerai pas du fonctionnement du marché du travail. Alors, pourquoi l'IA peut-elle augmenter notre potentiel de croissance? Parce qu'elle automatise la production des biens et services encore plus que le faisait la révolution de l'Internet, d'accord? Il y a des tâches qu'on peut automatiser grâce à l'IA dans la production des biens et services. Mais également, elle automatise en partie la production des idées. Elle aide à trouver des solutions à des problèmes complexes, elle facilite l'imitation et l'apprentissage, et elle peut devenir auto-améliorante. Et voilà déjà un travail très intéressant d'un collègue qui s'appelle Eric Brynjolfsson. Brynjolfsson a dirigé un rapport sur l'IA pour les États-Unis, donc l'équivalent d'une autre, mais pour les États-Unis. C'est un très bon copain, il est prof à Stanford, et il a regardé une entreprise qui est une entreprise donc, américaine dans le Fortune 500, donc parmi les 500 entreprises qui marchent le mieux aux États-Unis. Et cette entreprise américaine donne des conseils à des petites et moyennes entreprises américaines sur l'adoption de software. Donc tu es une PME américaine, tu es le manager d'une telle PME et tu veux adopter le software chez toi. Et on voit bien, c'est l'innovation secondaire, hein, c'est comment se diffuse la révolution des TIC chez toi. Et tu demandes conseil à cette grande boîte et à ce moment-là, elle t'envoie vers des employés philippins. Donc tu tombes sur un Philippin et le Philippin, tu lui demandes, etc. Alors, il y a le Philippin qui n'a pas accès à ChatGPT, et puis progressivement, ils introduisent l'accès au ChatGPT pour les employés philippins. Et donc, ils comparent le nombre, et donc, si tu veux, ils vont regarder, donc les Philippins répondent aux questions des patrons des PME, d'accord, et on va regarder en particulier par heure, le nombre de résolutions, tu vois, ou le temps moyen de résolution, ce qui revient au même. On regarde, est-ce qu'ils vont plus vite pour répondre quand ils ont accès au ChatGPT, d'accord? Et donc voilà, donc tu as voilà, my name is Alex, voilà ce que, donc là voilà le patron de PME, my name is Alex, I'm super frustrated, I've had customers calling me all day saying they can't access information on the website is not loading, I need this fixed ASAP, I completely understand Alex, et ça c'est la réponse suggérée par l'IA, quoi. And I can definitely assist you. And it's nice to meet you, Alex, et tout ça. Mais ça, c'est déjà le ChatGPT qui vous le fait, quoi. Vous voyez, donc vous gagnez du temps, hein, d'accord? Et vous voyez que la diffusion, elle est progressive sur les employés philippins. Vous voyez, on introduit là, et puis petit à petit, la diffusion est progressive. On ne donne pas accès au ChatGPT en même temps, ce qui fait que ça permet de comparer la performance d'employés philippins qui ont maintenant accès au ChatGPT à ceux d'employés identiques en tout point, mais qui n'ont pas encore accès au ChatGPT, d'accord? Et on voit, boum, boum, regardez, ça augmente de 14%, puis au premier mois, et de 25% à partir du deuxième mois. On fait quand même 25% mieux, c'est quand même formidable. D'un quart, on augmente, quoi. Donc c'est vraiment très substantiel. On devient beaucoup plus productif quand on accède au ChatGPT, d'accord? Donc ça, c'est intéressant. Et je ne veux pas aller dans le détail de tout ça parce que le nombre de chats par heure augmente, la satisfaction est la même, donc ça ne veut pas dire que le temps moyen baisse. Donc, vous voyez, on traite de plus de cas, le temps moyen baisse, et la qualité n'a pas été affectée, parce qu'on aurait pu dire, oui, parce qu'il bâcle, mais non, il ne bâcle pas. Hein, d'accord? Voilà, alors il y a une autre étude de Noyes-Yang, qui est un Random Control Trial. Le Random Control Trial, c'est que je prends au hasard des gens qui sont une population a priori homogène. C'est ce que ma collègue Esther Duflo fait dans les pays en développement, mais ça a été commencé en médecine, ça, les Random Control Trials. Je prends des sujets dans un même village, à un, je leur donne le traitement, et à d'autres, je ne leur donne pas le traitement. Donc, tu as le groupe de traitement et le groupe de contrôle. Et tu compares le groupe de traitement. Ça a été introduit en médecine, et puis après, ça a été introduit en économie et dans d'autres domaines. Donc, on a, là, ces auteurs prennent 444 individus hautement qualifiés, et ils vont avoir effectué 2 tâches. Première tâche commune à tout le monde. Et on montre à la moitié des participants pris au hasard comment accéder à ChatGPT, et on montre à l'autre moitié comment accéder à un logiciel de traitement qui n'est pas ChatGPT, d'accord, de traitement de texte, mais qui est Overleaf, mais qui n'est pas ChatGPT, d'accord. Donc il y a le groupe de contrôle et le groupe de traitement, d'accord. Mais la première tâche est commune à tout le monde, ce qui veut dire qu'on peut voir qui est productif et qui n'est pas productif. C'est pour ça qu'il y a 2 tâches, parce que 2 tâches, je veux savoir à productivité égale sur la première, comment ils vont faire différemment sur la seconde, selon qu'ils ont accès ou pas au ChatGPT. C'est pour ça qu'il faut la première tâche, pour savoir, pour dire je suis semblable à quelqu'un d'autre, je veux un groupe de contrôle de gens qui sont semblables sur la première tâche, évidemment, hein, d'accord. Et donc tu vois qu'évidemment,
eh bien, le temps passé eh bien, ceux qui ont accès au ChatGPT, ils effectuent la tâche à qualité ex-ante donnée beaucoup plus vite, quoi. Ils gagnent 35% de temps, 35% plus vite. D'accord? Donc ça va dans le même sens que Brynjolfsson, d'accord? Alors tout ça, c'est très sympa. On me dit, mais c'est des entreprises, c'est 444 individus. Comment je fais pour aller de la micro à la macro? Alors l'une manière, c'est de dire, j'extrapole. Je dis, voilà, je vais regarder, je vous ai toujours montré qu'il y a, en fait, la croissance augmente pendant un certain temps, puis après, ça retombe quand il y a une vague technologique. Ça veut dire que pendant un certain temps, la croissance s'accélère, et puis après, quand la vague s'est diffusée, on revient à avant, d'accord? Donc, on va dire, écoutez, on va regarder, je vous avais montré les vagues, d'accord? Peut-être qu'on dit, l'électricité, ça a augmenté le taux de croissance aux États-Unis de 1,3 points de plus, c'est-à-dire que si j'étais à 1, je passe à 2,3 pendant 10 ans, et après, je reviens à 1. Tu vois, la révolution d'éthique, ça a augmenté la croissance aux États-Unis, le taux de croissance de la productivité, de 0,8. Si j'étais à 1, je passe à 1,8 pendant 10 ans et je reviens à 1 après. D'accord? Donc on peut dire, voilà, une manière, c'est de dire j'extrapole, l'IA, c'est comme l'un ou l'autre, quoi. Donc si c'est comme... Voilà. Et l'autre, c'est de dire, je sais que l'IA automatise notamment les tâches dans la production de biens et services. Et donc je vais regarder ça très précisément et je vais regarder comment l'IA... je vais prendre en compte, je vais voir la part des tâches, la part des jobs qui sont exposés à l'IA. Dans la part des jobs exposés à l'IA, on va voir ceux où l'IA est vraiment profitable, où c'est profitable de mettre l'IA, et je vais regarder ensuite où est l'importance du travail et de combien l'IA, en moyenne, augmente la productivité du travail. Et je vais comme ça, par la décomposition en tâches, essayer d'arriver à voir de combien j'augmente la productivité. Donc je vais faire ça un peu plus. Je fais d'abord la méthode d'extrapolation. Je sais que la vague, l'électricité, ça a augmenté la croissance de la productivité de 1,3 points de pourcentage pendant 10 ans. D'accord? L'électricité 0,8. Et je me dis, voilà, si je pense que l'IA, c'est entre l'un et l'autre, ça nous fait qu'on va augmenter le PIB entre 250 et 400 milliards d'euros d'ici 10 ans. Donc ça vaut la peine d'investir 25 milliards d'euros, ce que nous proposons. Tu vois, c'est ça l'intérêt de faire cet exercice, d'accord? Donc ça fait ça, ça veut dire que, vous voyez, sans l'IA, vous avez la courbe en pointillé. Avec l'IA, c'est cette courbe-là. Donc vous voyez que la courbe c'est l'évolution du PIB. Et vous voyez que la courbe est plus pentue là, mais là, elle revient avec la même pente qu'ici. Mais quand même, vous êtes avec un PIB qui est toujours au-dessus, d'accord? Donc ça, c'est l'extrapolation. Maintenant, il y a la méthode je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais dire il y a la méthode par les tâches. C'est-à-dire de dire, voilà, je veux regarder le gain de croissance de productivité, ça dépend de la part des tâches qui sont exposées à l'IA. Ensuite, parmi ces tâches, il y en a qui sont pas, où l'IA n'est pas profitable. Donc même si ça peut être exposé à l'IA, l'IA n'est pas profitable. Donc je prends celles où c'est profitable d'introduire l'IA. Et puis je regarde sur chacune de ces tâches quelle est la part du travail, d'accord? Et puis de combien j'économise du travail avec la tâche. J'ai vu que tout à l'heure, les gens prenaient moins de temps. Donc c'est le labor saving, c'est-à-dire de combien de temps de travail j'économise sur chaque travailleur si j'utilise l'IA, d'accord? Et Acemoglu, il prend des chiffres et il arrive à 0,07. Alors, vous voyez, c'est un fianat de James Bond. Mais, donc, en fait, j'avais dit entre 0,8 et 1,2, j'avais dit que si je prenais la méthode d'extrapolation, j'étais entre 0,8 si je me calquais sur la révolution des TIC et 1,3 si je me calquais sur la révolution de l'électricité. Lui, c'est 0,07, 10 fois moins, quoi. Donc, il arrive à 10 fois moins que ce que j'ai. Donc lui dit c'est très peu. Mais j'ai été regarder avec Simon Bunel, on a été regarder de plus près ce qu'a fait Acemoglu, et on a vu qu'en fait, sur chacun des termes il a toujours été très pessimiste, en fait. Et en fait, je ne veux pas vous la faire longue, mais en gros, là, par exemple, sur la part des tâches exposées à l'IA, lui, il dit 19%, le FMI dit 68%. Donc ça peut être n'importe quoi dans cet intervalle, vous voyez, la part des tâches exposées à l'IA. C'est quand même, d'accord? Et lui, il va au plus pessimiste. Parmi celles qui sont profitables, celles qui sont exposées, lesquelles sont profitables, lui il dit 23% des tâches visuelles maintenant, mais en fait ce qui se passe c'est que au cours du temps on réduit les coûts d'adoption,
Donc, il va y avoir au cours du temps de plus en plus de tâches qui vont être profitables à être exposées à l'IA. Et lui, il ne prend pas ça en compte. Donc, il fait abstraction du progrès technique qui réduit le coût d'implémentation, le coût d'implémentation de l'IA, vous voyez, sur les tâches. Et vous voyez, il y a différents scénarios là. Et en fait, l'intervalle à considérer, c'est entre 23 et 80%. Lui, il prend 23, vous voyez. D'accord ? En plus, le visuel n'est pas le domaine où la réduction des coûts est la plus forte. Il y a des domaines d'application de l'IA où, au cours du temps, beaucoup plus vite, les coûts se réduisent. Donc, en plus, il ne prend pas ça en compte, d'accord ? Ensuite, pour à quel point ça vous économise du temps, l'IA, lui, il prend la moyenne entre le noise young que je vous ai montré et il prend il prend le 12% de Brynjolfsson. Mais vous vous souvenez, Brynjolfsson, je vous avais montré, regardez. Je vous avais montré Brynjolfsson. J'avais dit 14% et après 25%. Lui prend le 14%, alors qu'au bout de 2 mois, on est à 25%. Tu vois, donc je prends le 25%. Alors, je fais ça, et prix Nobel d'économie quand même. Il est très très bien, mais voilà, il a voulu faire un case lui-même. Il sait très bien ce qu'il fait, il n'est pas idiot. Hein. Voilà. Bon, alors, et en fait, c'est ça qu'il faut considérer. Vous voyez, c'est cet intervalle-là. Voilà. Donc, au total, on arrive à un range qui est entre 0,07 et 0,08, où lui est vraiment au mine, et 1,2, qui est vraiment la fourchette maximum. Mais nous, le truc qui nous paraît raisonnable, c'est 0,7. Donc, c'est-à-dire que nous, mais en étant très conservateurs, et en prenant la méthode des tâches de manière raisonnable, on arrive à une augmentation 10 fois plus élevée que ce qu'il produit. Le truc qui nous paraît le plus sérieux, c'est le 0,8, c'est-à-dire on augmente la croissance de la productivité de 0,7 à peu près, au lieu de 0,07, de 10 fois plus que lui pense, pendant 10 ans. D'accord ? Et là, je n'ai regardé que le fait que l'IA automatise la production des biens et services. Je n'ai pas pris en compte le fait que l'IA automatise également la production des idées. Et ça, c'est un papier que j'ai fait avec Jones et Jones. Donc, j'étais le seul pas de Jones dans l'équipe. C'est toujours j'ai un sens vraiment d'être minoritaire. C'est pour ça que c'est important la démocratie, c'est le droit des minorités. C'est très important. C'est pour ça que je ne suis pas populiste. Vous voyez, quand tu es avec Jones et Jones, tu dois protection of minorities, hein, quand même. Hein. Non, c'était merveilleux, ils sont formidables. Chad Jones et Ben Jones, c'est des co-auteurs formidables. L'un est à Stanford et l'autre est à Northwestern. Voilà. Et donc, on a dit, là, on avait un modèle où on montrait vraiment à la fois automatisation dans la production des biens et services et automatisation dans la production des idées. Et vous voyez, si on automatise la production des idées, ça veut dire que la technologie d'innovation devient plus productive avec l'IA. Donc, on innove plus vite, on découvre des nouvelles idées plus vite. Et donc, ça veut dire que si je n'avais que la production des biens et services, j'aurais plus 0,7 après la courbe en rouge. Je n'automatise pas, c'est la courbe en pointillé. J'automatise juste la production des biens et services, ça me fait plus 0,7, mettons, de points de pourcentage de croissance pendant 10 ans. Et après, je reviens à une courbe parallèle à celle-là. Mais en fait, c'est la bleu ciel qui est relevant. Comme j'ai aussi l'automatisation et la production des idées, j'ai une courbe plus pentue là et elle reste plus pentue là que là. Parce que de manière permanente, ça sera plus facile de découvrir des choses. Donc, j'ai sous-estimé mon 0,7 pendant 10 ans, sous-estime le potentiel de croissance de l'IA, parce qu'il ne prend pas en compte le fait. Et là, il vient de sortir un papier que j'ai vu, vous voyez, il est sorti le 6 novembre, donc vraiment, on ne peut pas dire que je vous enseigne du matériel obsolète, hein, quand même. Hein. Le 6 novembre, tout chaud, sorti du four, d'un étudiant du MIT qui s'appelle Toner Rogers. Voilà, Toner Rogers, et là, qu'est-ce qu'il fait? Alors, d'abord, j'adore ce papier parce qu'il commence par me citer, donc ça, j'adore, c'est toujours très sympa. Et c'est un étudiant d'Acemoglu. Vous voyez? Je remercie Acemoglu et je cite Aghion, donc ça, je trouve que ça, c'est fantastique. Voilà, ça, c'est le bonheur complet. Il commence par me citer le Aghion, Jones et Jones, voilà. Et alors là, j'ai mis en anglais, mais je vais le traduire, vous aurez les slides en français, mais ce qu'il fait, c'est qu'il regarde, il exploite l'introduction aléatoire d'un instrument d'IA, quoi, pour la découverte de matériel à peu près 1000 chercheurs dans un lab de recherche-développement dans une grande compagnie US. Donc ce lab eh bien, se focalise sur, disons, sur comment utiliser les sciences du matériau eh bien, à la santé, à l'optique, à l'industrie,
manufacturing industry, voilà, etc. Donc c'est vraiment comment tu adoptes l'optique, healthcare et l'industrie manufacturière, bien la science des matériaux. Donc c'est vraiment pour découvrir des nouveaux matériaux. Voilà. Donc d'habitude, on découvre des matériaux à travers un processus qui prend beaucoup de temps et où on essaie de conceptualiser plusieurs structures potentielles et tester leurs propriétés. L'IA, la technologie d'IA, eh bien, automatise en partie ce processus, d'accord ? Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils utilisent de l'IA et bien, ça génère des prototypes pour des nouveaux composites, quoi. Et ensuite, ils évaluent et ils synthétisent. Donc, il y a quand même le rôle de l'IA et il y a le rôle du chercheur, d'accord ? L'IA vous montre tous les possibles très vite et vous pouvez regarder dans ces possibles. En fait, l'IA, ce qu'elle fait, c'est qu'elle élargit énormément le champ des possibles que vous pouvez regarder. Donc, ça, évidemment, vous avez un travail après beaucoup plus précis, d'accord ? Et donc après, on a. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des chercheurs pareils, c'est comme mes employés philippins, il y a des chercheurs qui ont accès à l'IA et d'autres qui n'ont pas accès au même moment. Et j'ai à nouveau un groupe de contrôle et un groupe de traitement. Et je regarde, l'impact sur la découverte de matériel et sur les brevets et sur des mesures d'innovation. Tu vois, et en fait, eh bien, on voit que les scientifiques qui ont accès à l'IA, eh bien, ils découvrent 44% de plus de matériaux. Et en plus, les composites qu'ils découvrent sont meilleurs, quoi. C'est-à-dire que la qualité est meilleure. Donc, en fait, cette augmentation de découverte de matériaux se traduit par un accroissement de 39% dans les brevets, dans les demandes de brevets, hein, et 17%, une augmentation de 17% dans le nombre de prototypes de produits. Donc c'est vraiment, il y a un effet très important sur la productivité de la recherche, non par les nouveaux matériaux, par les brevets, par la qualité. Voilà, et c'est ça qui est montré. Et vous voyez là, on regarde par exemple, ils regardent la fin en moyenne, enfin cette espèce de moyenne sur les dernières années, ils disent voilà, je regarde ce qu'on appelle end-line treatment effect. Ils regardent, si vous voulez, je prends une certaine période, je te donne accès à l'IA, de combien tu auras augmenté à la fin de la période que je regarde, d'accord ? Et tu auras augmenté les nouveaux matériaux de ça, les patent filing de ça et le nombre de prototypes de produits de ça. Vous voyez, à chaque fois, tu augmentes. Tu vois que ce soit en termes de nouveaux matériaux, de prototypes, de brevets, eh bien, la production augmente sensiblement, d'accord ? Et là, c'est le event study, c'est-à-dire que là, au lieu de dire je regarde l'effet à la fin de la période, je regarde l'évolution, exactement comme j'ai fait avec mes robots, hein, je regarde l'évolution de la productivité, et tu vois que ce soit les nouveaux matériaux, les patent filings ou les product prototypes, à chaque fois, tu vois, comparé au groupe de traitement, il ne se passe rien avant. Tu vois qu'on sait bien, on a choisi le groupe de contrôle et le groupe de traitement très bien parce que jusqu'à l'accès du groupe de traitement à l'IA, les deux groupes sont indistinguables. Donc là, on sait qu'on appelle ça no pre-trend. Et là, vous voyez vraiment une augmentation très sensible. Donc il met vraiment en évidence que la production des idées, c'est très important. Et tu vois vraiment en quoi ça augmente la production des idées. Donc ça, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est faire ça au niveau agrégé. Et voilà, et j'ai un peu un projet avec d'autres de regarder ça au niveau macroéconomique. Là, c'est une firme, et moi, ce que j'aimerais, c'est regarder ça au niveau de l'économie tout entière. Voilà, ça, c'est un des projets dans lesquels notre laboratoire est impliqué, et ça se fait ici au Collège de France. Nous sommes l'avant-garde de la recherche sur l'innovation, absolument. Voilà. Donc, en fait, ça veut dire que ça montre que l'IA augmente le potentiel de recherche, ça ne fait pas qu'automatiser la production des biens et services, ça automatise également la production des idées, ça la rend plus productive. Et voilà, et ça se traduit par aussi des nouveaux produits. C'est pas simplement que je suis, vous voyez, que je termine, je fais des fignolages sur des produits existants. Ça produit vraiment des choses nouvelles, quoi. Donc ça, c'est très intéressant. Ça, c'est vraiment le début. Et maintenant, il va falloir qu'il y ait beaucoup de recherches au niveau macroéconomique. On voit quelle est l'évaluation macroéconomique de ces effets-là. Vous voyez, ça, c'est une entreprise. Et j'aimerais voir les effets macro. Et ça, c'est une recherche en train. Malheureusement, la recherche, c'est lent. Mais voilà. Alors maintenant, ça, c'est le côté positif. Donc je peux dire à Daron, écoute Daron, tu es très pessimiste sur le potentiel de l'IA. Mais enfin, maintenant, tu l'es moins, puisque tu es un étudiant qui te sauve la mise, et avec que tu diriges, et qui montre que tu es quand même... voilà. Mais en fait, il y a un potentiel vraiment important de croissance de l'IA.
parce qu'il automatise la production et les biens et services en partie, et parce qu'il automatise en partie la production des idées. D'accord ? Mais, il y a le problème suivant, je vous en avais parlé avant, c'est l'absence de concurrence. Revenons à la révolution des technologies de l'information. Donc, vous voyez toujours ma courbe, là c'est la vague des TIC. Vous voyez les TIC ici, ça fait augmenter la croissance annuelle moyenne de la PGF aux États-Unis de là à là, vous voyez, donc là on voit vraiment, mais depuis le début des années 2000, eh bien, il y a eu une chute de la croissance. Voilà. Alors on peut dire que c'est parce qu'il y a eu diffusion des TIC et qu'à un moment donné ça tombe, mais il y a eu plus que ça. C'est qu'en fait, eh bien, on voit que cette courbe, c'est surtout dans les secteurs qui produisent du IT, qui consomment du IT, cette poussée de croissance suivie d'un déclin très fort de croissance. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, eh bien, on a vu que depuis les années 2000 aux États-Unis, mais je vous l'ai déjà montré, il y a eu chute de l'entrée de nouvelles entreprises de toute taille. Et donc, et en même temps, on voit que les marges moyennes des entreprises ont augmenté, mais pas tellement parce qu'au sein des entreprises, les marges ont augmenté. La courbe en bleu, elle n'a pas de pente positive. C'est la courbe en noir, c'est-à-dire que les GAFAM, qui sont les entreprises qui ont profité de la vague, qui ont surfé sur la vague d'éthique, qui sont développées avec la vague d'éthique, eh bien, ces entreprises, elles ont poussé la croissance au début, mais elles sont devenues tentaculaires et elles ont fini par inhiber l'entrée et la croissance des autres entreprises. Et c'est ça, c'est l'obstacle. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas eu une politique de concurrence aux États-Unis qui s'est adaptée à la vague d'éthique. Vous voyez, donc c'est là que j'ai un optimisme raisonné. L'éthique avait un gros potentiel de croissance, mais il a été en partie inhibé par une politique de concurrence aux États-Unis qui ne s'est pas adaptée à la vague d'éthique. D'accord ? Notamment, on a permis à ces entreprises de faire des fusions-acquisitions sans limite, sans regarder l'effet que ça aurait sur l'innovation future et la croissance future. Donc ça, c'est vraiment... Et sans leur demander de partager leurs données, et sans leur demander des choses qui facilitaient l'entrée des autres entreprises. Donc ça, c'est vraiment important. Et pourquoi j'en parle ici ? J'en parle ici parce que, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que l'IA a un fort potentiel de croissance, mais une politique de concurrence inadéquate constitue un frein. Or, le marché du cloud est déjà dominé par 3 entreprises super. En fait, les segments amont de la chaîne de valeur de l'IA sont très fortement non concurrentiels. Par exemple, le cloud est dominé par 3 entreprises superstars, Amazon, Google, Microsoft, et un unique acteur domine le marché des processeurs graphiques. Vous voyez, donc on a un gros problème, c'est que déjà les gros, ils sont déjà là. Quand il y a eu la vague d'éthique, ils ont grandi au début. Donc au début, ils n'étaient pas hégémoniques. Mais là, ces gros acteurs sont les mêmes et ils dominent dans les segments amont de la chaîne de valeur. C'est pour ça que c'est important qu'il y a tout un volet dans le rapport IA que nous avons pour améliorer la politique de concurrence. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Open source, d'abord, ce qu'on appelle open source. C'est vraiment autoriser l'accès aux sources de tout le monde. Les données, l'accès aux données, le faciliter beaucoup. La Digital Market Act, qui s'assure que ceux qui ont des gros réseaux n'utilisent pas leur réseau de base de données pour faire barrière à d'autres, réglementer ça, vraiment, et étendre le Digital Market Act à toute la chaîne de valeur de l'IA, et puis avoir une politique de concurrence beaucoup plus dynamique, comme je disais, c'est-à-dire pas seulement regarder les parts de marché. Souvent, quand on fait de la politique de concurrence, on regarde les parts de marché de telle ou telle entreprise, on ne regarde pas si telle entreprise inhibe ou pas l'entrée de nouvelles entreprises ou la concurrence de nouveaux. Par exemple, si je décide d'autoriser fusion-acquisition, je dois demander des conditions. Je dois dire, écoutez, rendez vos données accessibles. J'essaie, dans le processus qui va mener à l'autorisation de la fusion, je vais regarder des choses comme l'accès aux données des autres, etc. quoi. Donc là, il y a vraiment toute une réflexion à faire. Donc là, moi, par rapport à ces mots que je dis, moi, je crois à un très fort potentiel de croissance de l'IA, mais les politiques de concurrence telles qu'elles sont maintenant, elles ne sont pas totalement adaptées à la révolution de l'IA. Il faut les améliorer pour que l'IA donne son potentiel de croissance. Alors, je parle maintenant des effets sur l'emploi, parce qu'il est déjà moins le quart. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une enquête annuelle de l'INSEE. On est en train de développer, là aussi, c'est une autre recherche que je développe actuellement, mais là, c'est un premier pas dans le rapport, mais là, on est en train de développer un projet beaucoup plus ambitieux maintenant sur emploi et IA. Et là, c'est une enquête annuelle sur les technologies de l'information auprès des entreprises françaises. Et c'est des questions dédiées à l'adoption de l'IA dans des enquêtes de 2019-2021. Elle est aléatoire auprès de 9000 entreprises représentatives. Chacune d'entre elles a plus que 50 employés. Et on compare des entreprises qui ont adopté l'IA et des entreprises similaires qui ne l'ont pas adoptée. Et donc, voilà, groupe de traitement, groupe de contrôle. Et on voit qu'à nouveau, comme pour les robots,
eh bien, les entreprises qui adoptent l'IA créent des emplois globalement. C'est à nouveau l'effet de productivité, nous pensons. Nous pensons que c'est exactement la même chose que pour les robots. Et c'est vrai pour les emplois masculins et féminins, mais ce n'est pas vrai sur tous les emplois uniformément. Par exemple, les emplois de professions, vous voyez, intermédiaires, voilà, où certaines professions sont plutôt, eh bien, c'est moins clair que l'emploi va augmenter. Donc ça, c'est intéressant parce que ça fait écho à une autre étude qui émane du Bureau international du travail. Et cette étude, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décompose les emplois en tâches. Vous avez dit que les emplois, c'est des tâches. Et eh bien, on regarde les tâches et on regarde l'exposition des tâches à l'intelligence artificielle générative, à ChatGPT en particulier. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils disent, ben voilà, je vais donner un score inférieur à 0,5 si la tâche est peu susceptible d'être remplacée, un score entre 0,5 et 0,75 si la tâche est susceptible est relativement susceptible d'être remplacée, mais un score très grand si elle est très susceptible d'être remplacée, d'accord? Et vous voyez ici, c'est très intéressant, parce que ce que vous avez en haut, c'est les jobs managériaux. Chaque ligne, vous ne pouvez pas lire, c'est très petit, Service Managers not elsewhere classified. Là, vous avez Retail Managers, Financial and Insurance Managers, Supply Distribution Managers, Sport Manager, vous voyez des managers dans tous les secteurs. Et vous voyez pour tous les managers, la plupart des tâches sont dans la zone très peu remplaçable par l'IA. Vous voyez, c'est cette zone-là. Mais les jobs idéaux, c'est ceux-là, en fait, parce que là, il y a quelques tâches qui vont être remplacées par l'IA, les tâches probablement les plus rébarbatives, ce qui va leur laisser le temps de se concentrer sur les tâches les plus créatives. Donc, en fait, moi, j'aimerais être là, moi, vous voyez, parce que l'IA va m'aider quand même à automatiser certaines tâches, mais je vais pouvoir me concentrer sur les tâches les plus créatives. Vous voyez, par contre, vous avez les jobs de clerc, de bureau, et vous voyez que là, ces tâches-là, par exemple, eh bien, la plupart des tâches sont remplacées, et donc ça, c'est des jobs qui sont risqués eux-mêmes, ils risquent de disparaître, vous voyez. Et donc c'est intéressant parce que cette étude fait écho à celle que l'on a faite nous, puisqu'on voyait que pour les jobs clair, c'est là que ce n'était pas clair l'effet positif, tandis que pour les autres jobs, on voyait, nous, un effet positif. Mais on n'avait pas fait la décomposition en tâches. Et alors là, ce que je montre là, je vais montrer deux diagrammes, et après je vais m'arrêter, parce que je sens que je vous ai donné trop de choses. Là, quand je monte, c'est-à-dire que je regarde différents métiers, plus je monte, plus ils sont exposés à l'IA. Plus je vais à droite, moins les tâches qui composent ce job ont des chances d'être remplacées. Voyez. Donc le pire, c'est au nord-ouest, vous voyez. Le pire, c'est des métiers très fortement exposés à l'IA, où la plupart des tâches ont des chances d'être remplacées par l'IA. Ça, c'est Antonin Bergeau qui a fait ce graphique. Alors, vous voyez, secrétaire, compteur, télévendable, comptable, télévendeur, télévendable. Non, mais là, ça ne va plus, moi, je suis fatigué. Là. Télévendeur, comptable, secrétaire, ça, c'est les jobs qui sont vraiment menacés. Vous voyez ce que je veux dire? Doubleur de film, à mon avis, on est à plein là-dedans, tu vois, voilà. Et là, sinon, moins, vous voyez. Et donc, c'est intéressant parce que, vous voyez, par exemple, aide ménagère, concierge, là, c'est peu exposé à l'IA, quoi. Journaliste, graphiste, c'est exposé à l'IA, mais quand même, la plupart des tâches ne le sont pas. Et alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut maintenant partir d'un graphe comme celui-là. On dit, voilà, je vais partir de comptable, télévendeur, secrétaire. Ça, c'est les jobs les plus à risque. Mais ça représente 1%, ça représente 10% des jobs au total. Vous voyez, je regarde la part cumulée de l'emploi total. Donc, dès que je suis là, peut-être qu'il va falloir un peu repenser le job, mais le job est préservé. Donc ça veut dire qu'il y a au plus 10%, entre 5 et 10% des jobs qui sont à court et moyen terme menacés par l'IA. D'accord ? C'est ça que ça veut dire. Donc quand on regarde le risque existentiel de l'IA, en tout cas à court et moyen terme, il n'y a pas vraiment de risque existentiel, parce que c'est entre 5 et 10% des jobs. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas falloir que ces personnes puissent être orientées vers de nouveaux emplois. Et c'est là que je suis pour le système danois, éducation, flexi-sécurité. Mais vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le risque existentiel où d'aucuns prédisaient qu'il y aurait chômage de masse, qu'il y aurait destruction massive d'emplois. Là, on parle de 5 à 10% maxi, quoi. D'accord ? En tout cas, à court et moyen terme. D'accord ? Donc, en fait, il n'y a pas de risque existentiel lié à l'IA. L'IA ne devrait pas générer de chômage de masse. Cependant, l'IA a besoin d'institutions et de politiques appropriées pour stimuler l'emploi, de la même manière qu'il fallait une politique de concurrence appropriée pour stimuler la croissance. Il vous faut d'abord un bon système éducatif. Il faut que nos tests PISA remontent. Donc, tout ce qu'on peut faire
pour donner des manuels. C'est scandaleux ce qui se passe dans le système d'éducation en France. C'est-à-dire, il y a des choses, il y a des profs qui sont admis au CAPES de maths avec des notes, des 4 sur 20, où il y a des choses qui ne vont pas du tout. Il y a des niveaux, enfin, moi j'ai une collègue, Emmanuelle Auriol, me disait que ses enfants étaient dans un lycée public, là où elle est, en Ariège, et le niveau était lamentable, quoi. Le niveau était absolument lamentable. Donc les enfants qui ont des parents éduqués, ils s'en sortent, et ceux qui n'ont pas des parents éduqués s'en sortent pas. On ne leur apprend pas. Voilà, donc il faut apprendre la grammaire, le calcul. Moi je suis très IA d'un côté, mais je suis très traditionnel sur l'éducation. Je pense qu'il faut donner des manuels, il faut qu'on étudie sur des manuels, il ne faut pas que les enfants aient accès à des iPads, à des iPhones, etc. pendant longtemps, et qu'ils puissent se concentrer, apprendre à démontrer. Moi je faisais de la géométrie euclidienne à l'école. Je pense que c'est très important qu'on apprenne aux enfants à raisonner, à faire des dictées, à calculer par eux-mêmes, quoi. Ça, je crois que c'est très, très important. Donc, il faut vraiment faire remonter nos tests PISA en se concentrant sur les savoirs de base, en testant, en ne considérant pas qu'une dictée, c'est horrible à faire, etc. Donc, ça, je crois que c'est très important. Et donc, réforme de l'éducation, à commencer par le primaire. Moi, je commence par le primaire, m'assurer que les résultats sont bons et qu'on ne fait pas passer de classe un élève qui n'a pas les connaissances de base qu'il doit avoir l'année correspondante. Je pense que c'est très important. Et après, je mets par-dessus un système de flexisécurité. Parce qu'à l'école, on apprend à apprendre. Donc, la flexisécurité danoise, elle marche bien parce qu'ils ont un bon système éducatif. Tu comprends ? C'est pour ça que ça marche. Si tu as un mauvais système éducatif et que tu arrives, comme ça arrive en France, des gens qui arrivent en 6e sans savoir lire, tu ne peux pas avoir un système de flexisécurité qui marche. Donc, les deux vont ensemble. Et c'est très important. Voilà. Donc, alors après, je voulais parler d'effets sur les inégalités, mais une chose amusante quand même sur les inégalités, je reviens au travail de Brynjolfsson, et ce qu'il montre, c'est que je vous avais dit que ceux qui accédaient à ChatGPT, les employés philippins, faisaient beaucoup mieux. Mais c'est beaucoup plus vrai sur ceux qui étaient les moins productifs avant. Donc ils regardent la productivité avant l'introduction de ChatGPT, et c'est les moins productifs qui bénéficient le plus du ChatGPT. C'est très intéressant. Et également les moins expérimentés. Donc en tout cas, le ChatGPT a eu l'effet dans cette boîte de réduire les inégalités, pas de les augmenter. C'est quelque chose d'intéressant. Et pareil, Noy et Xiang, ils montrent en fait que l'accès à ChatGPT a réduit les différences de productivité entre travailleurs les moins qualifiés. Ceux qui étaient les moins bons, vous savez qu'il y avait la première étape, la deuxième étape chez eux. Ceux qui étaient les moins productifs dans la première étape sont ceux qui bénéficient le plus du ChatGPT dans la deuxième. Ça, c'est quelque chose de quand même intéressant. Et c'est marrant que c'est les deux études qui sont très différentes trouvent le même résultat. Donc l'IA générative semble réduire les inégalités au sein des entreprises, mais quid des effets sur la nature des embauches? Certaines études trouvent que l'adoption de l'IA générative aplatit la structure hiérarchique des entreprises au profit des juniors, mais conduit à des embauches plus élitistes, diplôme, ingénieurs. Donc c'était une chose intéressante. Satisfaction au travail, ils trouvent que ça a augmenté dans la firme philippine, dans la firme américaine, mais qui recourt à des employés philippins, ça a augmenté la satisfaction du client et la satisfaction au travail. Est-ce que c'est vrai en général? Ça, on ne le sait pas pour le moment. Non, on le voit par des surveys de satisfaction, mais aussi parce que les gens quittent moins leur emploi. Vous savez, il y a une manière de savoir si les gens sont contents, c'est s'ils votent avec leurs pieds. S'ils quittent l'emploi, ils quittent beaucoup moins quand ils ont eu accès à ChatGPT. C'est très intéressant. Donc voilà, l'adoption de l'IA, la probabilité qu'un travailleur quitte son emploi pendant le premier mois diminue de 8,6 points de pourcentage. Et c'est plus prononcé, c'est les agents ayant peu d'ancienneté au sein de l'entreprise. C'est intéressant. Et pareil, ici, chez Noy Zhang, ça augmente, le ChatGPT augmente la satisfaction des participants à effectuer les tâches. Voilà, donc conclusion, eh bien l'IA, c'est quand même quelque chose qui peut être très bien. Ça augmente, ça a un effet positif sur la productivité, ça a en plus un effet de croissance, on pense que c'est un gros potentiel de croissance, mais également à court et moyen terme, ça semble avoir un effet positif sur l'emploi. Mais ça semble réduire les inégalités, ça accroît la satisfaction au travail, mais pour que l'IA donne son potentiel de croissance et d'emploi pleinement, il faut des bonnes politiques, politique de concurrence, politique d'éducation et flexisécurité me paraissent indispensables. Nous, dans notre rapport, on disait il faut de la concurrence, puisque je vous avais dit la concurrence c'est très important, donc DMA, open source, accès aux données, notamment les données de santé, il fallait l'autorisation préalable de la CNIL. Nous, on a demandé est-ce qu'il n'y a plus besoin pour les chercheurs en santé d'autorisation préalable de la CNIL, et la CNIL est en fait tout à fait d'accord avec ça. D'un autre côté, il faut aussi une politique industrielle de l'IA pour développer des puissances de calcul et des semi-conducteurs chez nous, c'est très important. Et donc, il faut à la fois de la concurrence et de la politique industrielle. Ça va être un thème qui va ressortir demain avec Draghi, c'est-à-dire que souvent en Europe, au nom de la politique de concurrence, on a empêché la politique industrielle. C'était une vision très hayekienne et très
américaine, très Washington Consensus des années 90, et maintenant on en revient. On dit non, il faut aussi de la politique industrielle, surtout quand les Américains font l'IRA et les Chinois font de la politique industrielle. L'Europe ne peut pas ne pas en faire, mais il faut en faire une qui soit compatible avec la politique de concurrence. Il faut une section IA dans la recherche publique, parce que quand on est chercheur IA en France, on ne gagne rien du tout. Et donc les chercheurs IA en France, ils travaillent chez Google, Amazon, ou ils partent aux États-Unis carrément. Et donc on veut pouvoir permettre à des gens d'être en partie à l'université, bien payés ou avec des fonds, et quitte à travailler en partie dans le secteur privé. Donc c'est de leur donner des moyens dans la recherche publique, et puis permettre un peu des formules hybrides entre recherche privée et recherche publique. En tout cas, ce qu'on appelle l'exception IA. Et enfin, une gouvernance mondiale de l'IA, ça c'est tout l'objet du sommet IA. Vous voyez, donc ça c'est un peu les grands axes de notre... voilà, je vous quitte, alors vous partez maintenant? Ah non, ah vous allez là? Ah d'accord. Ah d'accord. Ah parce que je pensais que vous aviez vu que je dis la personne vote avec leurs pieds, que vous avez dit tiens ça me donne une idée, je vais faire pareil. Voilà. Merci beaucoup.